Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 313 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Et aujourd'hui, 6e numéro de notre top 100, la syllabe, le top 100 des joueurs NBA, le top 100 du Basket Lab, puisque c'est notre podcast, mais pas que le nôtre, c'est top 100 participatif, avec aujourd'hui FD de Q-Basket qui se joint à nous. Et puis, comme d'habitude, pour soutenir le podcast, iTunes, Spotify, YouTube, petit like ou petites étoiles. Bienvenue dans le Basket Lab. Et donc, on se retrouve pour un nouveau numéro de la syllabe, notre top 100 des joueurs NBA de 2024, avec quelqu'un que vous connaissez. Aujourd'hui, on reçoit quelqu'un qui me disait hors antenne que les pots de vin offerts en France n'étaient pas les mêmes que lors du Lakers Kings 2002. C'est FD, notre arbitre. Comment ça va, FD? Ça va, super. Content de devenir l'arbitre officiel du Basket Lab et de la syllabe. Alors, c'est vrai ou pas, alors, comme ça qu'on arrive à compléter le salaire de part des... Est-ce que t'es comme Tim Donaghy ou pas, toi? Non, j'ai pas de potes qui m'appellent pour me dire de faire des paris comme Scott Foster, donc tout va bien. Non, Scott Foster est innocent, non. C'est pas parce qu'il appelait avant et après les matchs l'arbitre qui a été condamné par la NBA que... C'était une coïncidence. Tout à fait. Non, mais alors, en plus, je m'attendais à ce que, avec cette introduction, tu sois un peu outré que j'attaque ta profession. Je pensais plutôt que tu défendrais tes confrères FD. On a déjà parlé de Scott Foster. Pour moi, c'est un excellent arbitre. On a déjà parlé en off, Guillaume. Pas besoin de remettre le débat là-dessus. Après, sur l'intégrité des arbitres NBA, ça, je ne me prononcerai pas. Non, et plus sérieusement, FD de Q-Basket, que vous connaissez évidemment, FD de l'hebdo de cette saison, enfin l'an dernier du coup maintenant, bien entendu. Et oui, t'es aussi arbitre dans la vraie vie, et notamment t'as fait la NGT, c'est ça, le tournoi des jeunes. Dis-moi, vas-y. Tu vas le rappeler jusqu'à combien d'émissions? Non, justement, j'allais te demander où est-ce que tu officiais par ailleurs. Ah pardon, du coup en National 2 dans l'Est de la France si vous allez dans les salles, donc National 2, Ligue 2 féminine, Espoir Pro B, etc. Et justement, je voulais parler de ça aussi parce que donc tu officies là-dedans et tu m'as envoyé, tu nous as envoyé en off des vidéos que t'as récupérées de Wembanyama quand il avait 11-12 ans, c'est ça? Ouais, j'avais fait, non, il avait quoi? C'était en U15, donc lui il avait 13 ans. Ouais, donc lui il avait 13 ans, il jouait déjà en sélection avec l'Île-de-France en U15, et ouais, j'ai retrouvé des photos, enfin des vidéos où effectivement moi j'ai 19 ans et je fais déjà 1m80, et puis lui en fait il a 13 ans et on dirait que je suis tout petit à la vidéo. mais ouais, il y a quelques joueurs comme ça que j'ai arbitré, notamment. Ah ouais, qui d'autre? Tu me mets on the spot là. Ouais, bah ouais, carrément. Tu me mets on the spot, qui est-ce que j'ai arbitré d'autre? LeBron? Non. Non, après des joueurs pros, ça, en match amical, match de prépa et tout ça, oui. Je pense que un des meilleurs, c'est David Holston que j'ai fait, c'est qui a joué à Dijon pendant super longtemps. Ouais. Puis sinon, après, pas mal de joueurs au 3-3. J'ai l'équipe médaillée d'argent que j'ai arbitré, les filles pareil. Et sinon, des jeunes, ouais, j'ai fait Théo Malédon aussi quand il était jeune. Ah oui? Ouais, Théo Malédon. Ah, c'est pas mal déjà, Wemby, Malédon, etc. Bilal Koulibaly aussi. Ah ouais. Ouais. Bon voilà, FD que vous connaissez par cœur évidemment sur le Basket Lab, bien entendu. Et donc le top 100, qu'est-ce que c'est la syllabe? D'ailleurs, tu n'avais pas participé à un vrai épisode l'an dernier, tu avais fait les blessés, tu avais eu l'épisode sur les blessés, donc c'est ton premier vrai épisode du top 100. Cela dit, tu avais fait la centaine, l'été d'avant, tu avais fait le top 100 des années 2010, donc tu es un peu habitué à ce format, mine de rien. Bref, donc top 100 des joueurs de 2024, qu'est-ce que c'est? On a une playlist, j'ai fait une playlist personnellement de 100 noms, mais c'est un classement vivant et surtout un classement qu'on construit petit à petit, donc on a déjà fait 5 épisodes, donc on a un top 25. À la fin de cet épisode, on prend 5 nouveaux joueurs à partir de la playlist, et donc on les rajoute au classement après en avoir discuté, et donc on aura un top 30, 6 x 5, et évidemment. Le classement actuel, justement, pour l'instant on a un top 25. Est-ce que tu as des remarques à faire sur le classement tel qu'il est actuellement? Alors pas de remarques générales sur le classement, puisque on va reparler des critères ensemble au moment où on va faire notre propre classement. Juste une interrogation sur sur la première place en fait. En fait, j'ai regardé les 2 premières lignes et puis je suis pas allé plus loin. Actuellement, Jason Tatum en 1, Kawhi Leonard en 2. Alors je t'avais dit que je comprenais ce classement si on prenait en compte, si on pondérait en fonction de la disponibilité et des blessures, mais comme tu m'as dit qu'on parlait vraiment de talent et d'impact pur, je me questionne un peu sur ce positionnement de Tatum et Leonard. J'aurais tendance à voir Kawhi en 1.
Bah, disons que c'est pas que les blessures n'existent pas, c'est qu'on classe pas selon les blessures. C'est pas un classement sur la valeur générale, c'est juste sur quand ils sont sur le terrain en fait. Hein. Moi, il y a que ça que je sais évaluer, c'est quand ils sont sur le terrain. Mais donc ouais, voilà, on met un peu de côté cet aspect blessure récurrente, mais qui en effet rentre en compte dans une équation plus globale. On est d'accord. Mais ouais, j'hésitais un peu après le raisonnement qu'on avait dans l'épisode où on avait classé Tatum par rapport à Kawhi comme ça. C'était par rapport tu sais, surtout à la défense où on a un Tatum qui est peut-être beaucoup plus régulier et assez dominant défensivement là où Kawhi a peut-être un peu plus d'irrégularité mais ok, je note et je t'avoue que selon les pondérations, moi, effectivement, si vous êtes plusieurs à me dire ça, je veux bien faire évoluer le classement et repasser Kawhi devant parce que c'est surtout, notamment en termes d'efficacité et de joueur offensif. Je pense que je préfère assez largement le joueur offensif Leonard, Kawhi par rapport à Tatum. Je sais pas ce que t'en penses, mais en attaque, ça m'a l'air assez net que Kawhi devant. Après, la question, c'est à quel point est-ce que régularité versus irrégularité défensive peut faire pencher le tout, en fait. Ouais, c'est clair. On n'est plus sur enfin, Kawhi, ça a toujours été une question, justement, de pondération entre l'effort qu'il mettait en attaque et l'effort qu'il mettait en défense. L'année dernière, il a eu de grosses responsabilités offensives. Il en aura encore plus l'année prochaine avec le départ de Paul George. Et effectivement, l'âge n'aidant pas non plus, le déclin, enfin les blessures et le déclin physique n'aidant pas non plus. C'est vrai que son impact défensif va en descendant et donc je comprends aussi ce raisonnement. Ouais. Et de l'autre côté, Tatum est assez un peu sous-estimé d'ailleurs en termes d'impact défensif, mais voilà, c'est vrai que tu vois, en termes d'efficacité, on a quelqu'un qui est Tatum est plus 4, plus 5% d'efficacité relatif à la moyenne, ce qui est très bien pour un gros volume, sauf que Kawhi c'est le step au-dessus, quoi, c'est carrément plus 8% ou un truc comme ça, donc c'est quand même un écart assez significatif, plus le passing où je pense que Kawhi est quand même aussi assez costaud depuis quelques saisons, donc ouais, d'accord. Bon, je change pas directement, j'attends encore de récolter quelques avis, mais je note. Et puis oui, moi il y avait un nom sur lequel je voulais te lancer. Plus j'y pense, plus je m'interroge. C'est par rapport à Gobert. Qu'on avait un peu classé donc derrière Mitchell à la base. Donc Gobert actuellement est 6ème du classement, mais tu vois, il est derrière Mitchell, derrière Haliburton qui sont 4 et 5. Gobert, pour moi, je dirais quand même pas jusqu'à Devin Booker, peut-être pas, mais j'imaginais pourquoi pas une fourchette haute qui puisse finalement être au-dessus de Mitchell et Haliburton, parce que ouais, création offensive pour les arrières, mais Gobert, vu qu'on évalue la performance 2024, et pas que dans l'absolu, mais la performance 2024, la saison défensive de Gobert, elle est à ce point fabuleuse que tu vois, je me pose un peu la question de est-ce qu'il pourrait pas remonter même d'une place ou deux devant certains porteurs de balles, quoi. Ouais, ça se comprend. Ouais, ça se comprend, puisque effectivement, défensivement, il est le pilier de la meilleure défense de la ligue et de loin l'an dernier. On a vu que ça les a emmenés très loin en play-off aussi. Donc au-dessus, ouais, moi, entre Donovan Mitchell et Devin Booker, ça me choquerait pas non plus, si tu donnes beaucoup de crédit à sa défense. Par contre, quand on parle de Gobert, on parle vraiment du backup de Mathias Le Sort, on est d'accord. Voilà, l'homme de la FIBA qui ressort avec FD, tu peux pas t'empêcher. Non, mais c'est dur, oui, c'est effectivement, dur. Changer de référentiel. Le dernier type de basket compétitif que j'ai vu, c'était les JO. Donc c'est encore dans mon référentiel. Ouais. Donc c'est vrai que maintenant il faut se remettre en mode NBA. Et quand tu vois Gobert 6 actuellement sur 25, il faut te dire ouais, c'est peut-être un peu bas. Alors que si on reste sur les JO, c'est peut-être un peu très haut. Et par rapport au reste du classement, alors ça va, pas trop de doléances. Est-ce que tu veux qu'on revoie le duel Michael Lee Bogdanovic ou pas? Non, moi j'ai toujours Franz Wagner que j'aime beaucoup, mais c'est peut-être encore un référentiel FIBA que j'essaie d'appliquer. Oui, alors Franz Wagner est 16ème, il est en dessous de Scottie Barnes, Jarrett Allen et Derrick White par exemple. Jusqu'où tu tirais le monté en termes de fourchette haute, on va dire? Je pense qu'il y a un duel entre les deux. Et en plus, ils sont de la même draft, si je dis pas de bêtises, Barnes et Wagner, ou quoi que, même pas, je crois. Mais il y a peut-être un duel entre les deux. Je le vois pas non plus le mettre au-dessus de Jarrett Allen. Donc ce serait vraiment 15e ou 16e, en fait. Mais pas plus que ça. Ouais. Ouais, bah, Scottie Barnes contre Wagner, c'est un peu attaque versus défense, hein, mine de rien. Et encore que, tu vois, Barnes, c'est quand même pas mal en défense, hein, même plutôt très bon. Wagner à Orlando, il est un peu meilleur en attaque, mais il est aussi pas mal en défense. Je crois qu'au final, tu vois, je préfère le défenseur Wagner que l'attaquant Scottie Barnes, donc par rapport à la faiblesse de chacun, entre guillemets. Ouais, bien sûr. Tu veux qu'on fasse le swap maintenant? Ah, écoute, je prends cette responsabilité de faire ce swap super important entre la 15e et la 16e place d'un classement qui va être revu et révisé encore 5 fois derrière. Mais oui, je prends cette responsabilité. Non, mais ça me va. C'est vrai que ça me va. Ok.
Ok. Très bien. Eh bien, j'ai même pas encore annoncé la QA du jour. Arrêtons de refaire le classement tel qu'il est. Même si c'est un classement vivant, hein, c'est fait pour ça. Mais aujourd'hui, nous avons du Tyrese Maxey, du Aaron Gordon, du Kevin Durant, du Jabari Smith et du CJ McCollum. Pardon. Donc, une très belle QA aussi pour toi aujourd'hui. Question habituelle avant qu'on en discute un par un. Quel est un peu ton top 5? Comment est-ce que tu les as classés, ces 5-là, les uns par rapport aux autres, avant qu'on les insère dans ce classement plus global? Ouais, alors du coup, j'avais Kevin Durant en 1, puis Tyrese Maxey, Aaron Gordon, CJ McCollum et bien en bas, Jabari Smith. Ok. Eh bien, bon, Kevin Durant, pour moi aussi, Maxey, Gordon, 1, 2, 3, ça me paraît assez évident. J'hésitais moi un peu plus que toi, McCollum, Jabari Smith, mais je sens que le débat Jabari Smith va être intéressant, parce que tu as l'air plus bas que moi, mais on va en parler justement, c'est là pour ça. Donc allons-y, tiens, on pourrait commencer par Aaron Gordon, si tu veux bien. Ouais. Premier joueur du jour, Aaron Gordon, je te fais le topo rapidement. 31 minutes de jeu, 73 matchs cette saison 2024 pour Aaron Gordon, 105 de true shooting plus, donc d'efficacité relative à la moyenne, donc plus 5% relatif à la moyenne sur un usage assez modeste de 18%. Donc voilà pour les quelques chiffres et le topo. Et pour te lancer, c'est vrai qu'on est sur une excellente saison dans la lignée et sur la continuité de son année 2023 et même des playoffs 2023. Ouais, exactement. En fait, ce qu'il faut éviter de faire, selon moi, dans l'analyse d'Aaron Gordon, c'est de tomber dans le winning ou dans le losing bias. De dire qu'en fait, quand ils ont gagné le titre, c'était parce que c'était un role player parfait, et comme là, ils l'ont pas gagné, c'est que c'est un role player avec des manquements, ou c'est un role player qui perd de valeur. Donc pour moi, il faut éviter ça, et puis je suis d'accord avec toi que on est dans la lignée de ce qu'il a fait, avec quelques progrès en plus, je pense notamment en termes de playmaking. Mais non, c'est une très bonne année d'Aaron Gordon dans un rôle qui lui sied parfaitement et dans lequel maintenant il est à l'aise depuis 2-3 ans, quoi. Ouais. Le truc, c'est que j'ai l'impression que, comme tu dis, il y a cet aspect il y a une saison ils ont gagné et l'autre ils ont perdu. J'ai l'impression qu'il y a presque pas grand chose à dire de plus que l'an dernier en fait avec Aaron Gordon. Et d'ailleurs, on était avec Jérémy, on a fait le bilan 2024 des Nuggets. Et on se disait, mais qu'est-ce qu'on peut dire de plus, de nouveau? En fait, c'est juste une saison comme d'habitude, quoi, avec Gordon. Peut-être il y a quelques différences, mine de rien, tu vois, notamment au niveau du 3 points. Je pense que on a un peu acté cette saison que c'était pas trop là, quoi. Alors que, tu vois, l'an dernier, quand il arrive à Denver, on flirte un peu avec. Alors, c'est pas parfait, mais c'est un peu respecté et tout. Même en playoff, tu vois, en playoff, il a mis ses 3 points en playoff 2023 et on dit, bon, ben voilà, ok, alors pourquoi pas. Là, j'ai l'impression qu'on a un peu acté, ou en tout cas, c'était plus marqué le fait que les défenses l'abandonnent et qu'en plus, lui ne puisse pas punir. Bon, en plus, ça doit un peu au niveau pourcentage, hein, l'an dernier, 34%. Donc, au niveau de la moyenne, 34% à 3 points. C'est pas génial, mais 34%, ok. Cette année, c'est tombé à 29%. Donc beaucoup moins efficace, hein, clairement un mauvais shooter. Le volume aussi a un peu baissé. En playoff aussi, comme dit, on a vu parfois où soit il était largement plus abandonné que l'an dernier, ou alors il pouvait pas punir. Donc tu vois, ce 3 points, c'est aussi un truc, une petite évolution. Et l'autre, c'est au niveau du passing. Je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve qu'on a aussi on retrouve un peu plus un Aaron Gordon qu'on avait vu un peu plus créateur à Orlando, notamment. Alors, c'est pas génial, mais une stat classique que tu connais, le fameux ratio de playmaking, donc l'assist percentage divisé par l'usage percentage, donc le nombre de passes qu'il fait relatif à son nombre de ballons, en fait. Il a jamais été aussi haut en carrière pour lui, ce ratio. Et je trouve que c'est parce qu'il devient aussi un moteur de la seconde unit plus que ce qu'il n'a été auparavant. Et donc, un peu le duo parfois avec Jamal Murray, hein, sur des trucs comme ça, où c'est des dribble end-off, c'est des pick and roll avec le short roll, etc. Et donc, on a aussi un Gordon un peu plus passeur, mais tu vois, dans les deux cas, je dirais qu'on est quand même sur des évolutions, je dirais pas négligeables, mais en tout cas largement pas conséquentes, et on est plutôt habitué sur le Aaron Gordon qui est un role player d'élite en fait. Ouais, alors je vais te faire partager les coulisses de ma vie privée avec Jérémy, parce que je lui ai envoyé je vais te lire la conversation. Donc je lui envoie: salut Jérém, j'enregistre un épisode du Top 100 avec Guillaume, j'ai Aaron Gordon dans ma cuvée. Est-ce qu'il y a des changements à noter par rapport aux années précédentes, ou bien c'est la même chose? Et j'enchaîne. Seul truc que je m'étais noté comme changement, c'était sa baisse à 3 points et la possibilité que ça a donné à Minnesota d'utiliser son défenseur pour roamer, Gobert notamment. Ouais. Et donc il me répond: salut FD, petit progrès au playmaking qui continue à se développer, et le 3 points qui rentrait vraiment pas, même si en playoff ça allait mieux. Donc je lui réponds, puis comme ça fait la transition, nickel merci, et défense toujours bien. Il me dit: c'est toujours le grand amour, oui.
Voilà, donc participation imprévue de Jérémy sur ce podcast, mais en effet. Non, mais voilà, on a deux petites améliorations, en effet. D'ailleurs, on l'avait vu un peu en playoff, ces deux trucs, mais tu vois, notamment le passing. Bon, ça a pas trop marché contre Minnesota, mais effectivement, il y avait un peu cet aspect où c'était aussi un moyen d'initier l'attaque. Quand Jamal Murray était complètement étouffé par les défenseurs extérieurs des Wolves, Gordon pouvait un peu faire des zoom action ou des dribble and off, et qu'on voyait pas trop avant. Tu vois, bon, on a même pas rappelé les classiques, mais quelle est un peu la force du profil de Gordon, c'est pas tant le spacing, puisque oui, il y a un manque de spacing, mais de l'autre côté, tu vois, je trouve aussi que ça peut paraître contre-intuitif, mais il n'y a pas toujours besoin d'avoir un spacing parfait. En tout cas, être à 3 points, c'est pas forcément toujours le truc idéal. Je m'explique. Notamment avec un mec comme Jokic. Jokic, il va toujours avoir des prises à deux ou des aides qui vont venir autour de lui. Et il faut pas toujours penser qu'il faut un spacing maximum et toujours des mecs loin, en fait, pour espacer. Si l'aide vient, en fait, peut-être une des bonnes options, ou une autre option par rapport au spacing, c'est si l'aide vient, tu te mets derrière l'aide. Et donc, tu te mets proche en tant qu'option de passe assez courte et assez rapide. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est que vaut mieux parfois non pas être à 3 points très loin pour que quand il y a une prise à deux, la passe elle traverse tout le terrain et qu'elle aille à 3 points. Parfois, il vaut mieux aussi rôder un peu autour et proposer une option de passe plus courte et plus facile, plus rapide pour punir. Et je pense que la vraie valeur de Gordon, c'est un peu ça. Et moi, je suis le premier à râler parfois sur des séquences où ça manque de spacing. Donc ça gêne parfois Jokic ou ça gêne parfois surtout Jamal Murray ou des trucs comme ça. Et oui, donc c'est un point handicapant. Ok. Mais de l'autre côté, je pense qu'il faut aussi se rendre compte que la vraie force de Gordon, et pourquoi il est absolument génial avec Jokic, c'est ça. C'est qu'il rôde un peu autour du dunker spot. Et Jokic qui, de toute façon, quand il est en tête de raquette, quand il est au poste bas, quand il est au cœur du jeu, n'importe, de toute façon, il va y avoir grosso modo à peu près tout le temps des aides qui vont venir à droite, à gauche, d'un peu partout. Et le génie de Jokic, c'est aussi qu'il y a une réactivité de malade. Donc voilà, c'est dès que tu commences un peu à déclencher l'aide, ça passe, Jokic déclenche la passe. Et donc, quand on a Aaron Gordon qui est en passe aussi direct, aussi rapide, aussi proche de Jokic, qui peut finir au panier agressivement ces dunks-là, voilà, c'est aussi ça, à mon sens, le vrai secret de Gordon en attaque, c'est ça. C'est, oui, on peut déplorer le spacing, mais en même temps, c'est pas du spacing, mais c'est aussi une optimisation qui est un peu équivalente à si on avait un très bon shooter à 3 points à côté de Jokic, en fait. C'est ça, surtout que quand on reprend l'idée où t'as Jokic au poste bas, Aaron Gordon dans le dunker spot à l'opposé. S'il y a une aide ou s'il y a une prise à deux qui se fait sur Jokic, forcément le défenseur de l'opposé doit venir pour couper cette passe facile pour Aaron Gordon dans le dunker spot. Donc indirectement, ça t'ouvre le 3 points sur la skip pass à l'opposé, et Michael Porter Jr., KCP en profite à chaque fois. Donc le fait justement d'avoir quelqu'un qui peut aller au cœur du jeu, qui se place très bien et qui est une très bonne cible de catch and finish pour Jokic, indirectement ça va te créer du spacing. Donc je suis d'accord avec toi dans cette optimisation du dunker spot. Et je voulais rajouter aussi juste sur le playmaking, le fait au final que son tir à 3 points soit un petit peu moins respecté cette année, ça a forcé les Nuggets à l'utiliser un petit peu plus ballon en main. Pourquoi ? Puisque si les mecs voulaient pas défendre dessus, ils donnaient la balle à Aaron Gordon, et donc là forcément t'es un petit peu obligé de défendre dessus, et tu te retrouves plus du coup à défendre en surnombre derrière. Et du coup, ce qui s'est passé dans ces moments-là où Aaron Gordon avait le ballon, notamment en tête de raquette, ou bien même un peu plus loin à 3 points, c'est qu'on utilisait Jokic en poseur d'écran hors ballon, notamment sur des pin down pour Michael Porter Jr., pour justement utiliser la gravité de Jokic et forcer la défense à choisir soit défendre sur le tireur qui prend l'écran, donc Michael Porter Jr., ou bien ne pas être trop agressif sur le tireur parce qu'on a peur de Jokic, et donc ça laisse le tireur ouvert. Et je trouve que, tu vois, c'est ce dont Jérémy parlait aussi, je trouve que ces progrès en playmaking, ils sont là-dedans. C'est des progrès dans le système, sur les dribble and off, tu l'as dit, mais aussi sur les lectures de passes, sur les écrans hors ballon. Bon, et puis on l'a pas explicité, mais plus de 70% de réussite autour du panier, un score de provocation de faute pendant une tentative de tir qui est élite aussi, 17% de shooting foul percentage pour ceux qui veulent le chiffre précis. Mais voilà, on est dans l'élite, donc cette finition au panier, le passing aussi. Après, on reste tout de même, on l'a pas non plus explicité, mais ça reste un peu... C'est du role-player, mais il y a très peu de création pure finalement. Tu vois, 66% de ces paniers sont créés par autrui, sont consécutifs à une passe décisive, sont assistés, pardon. Donc voilà, comparé à d'autres, quand on va l'insérer dans le classement, on a aussi ce truc de, voilà, il a peut-être moins de valeur aussi parce que c'est pas un vrai créateur offensif. Mais
je trouve que par rapport au profil de Jokic, c'est peut-être le truc parfait. Et ce qui serait pas le cas avec tout le monde, tu vois, si tu le mettais à côté de Embiid, par exemple, je suis pas sûr que le fit serait aussi bon, parce que Embiid n'a pas forcément ce côté passeur et tout, donc Embiid, il a plutôt besoin d'espace, justement, pour avoir des lectures plus simples et tout, donc, ou d'autres stars, hein. Mais je trouve qu'avec Jokic, le fit est à ce point bon pour ça, pour cet aspect de... Bah, ça peut paraître contre-intuitif, mais parfois, une option de passe plus facile, plus courte, c'est parfois mieux qu'un bon spacing. Et après, bon, la défense aussi, on n'a pas trop parlé encore, mais voilà, si Denver est aussi une défense d'élite, c'est-à-dire top 5, notamment sur demi-terrain, ce qui peut paraître là encore un peu étonnant pour beaucoup, parce que Jokic n'est pas bon défenseur en tant que pivot, je veux dire. Mais voilà, c'est aussi parce que Aaron Gordon, notamment, alors pas que lui, mais il a un aspect de défense on-ball, évidemment, où il peut être mis sur le meilleur attaquant adverse. La défense off-ball aussi, tout ce qui est rebond, d'ailleurs, ça participe aussi à ça. Enfin bref, on a aussi un défenseur très complet finalement qui aide et qui fait en sorte que cette défense soit finalement assez, pas assez, soit élite, notamment avec des schémas assez agressifs de réduire l'espace et tout. Et lui fait partie totalement de ça. En plus donc, comme dit, de sa défense on-ball qui est aussi extrêmement solide. Ouais, c'est un joueur de système à la fois offensif et à la fois défensif, mais le fait en fait qu'il accorde presque pas de mismatch en fait, tu vois, qu'il soit sur un poste sur un extérieur ou bien sur un poste 5, c'est pas vraiment une situation qui nécessite d'envoyer davantage d'aide. Donc non, c'est le role player idéal autour de Jokic, et puis défensivement même on peut un peu extrapoler, c'est le role player idéal défensivement tout court. Et donc, à moins que tu aies d'autres choses à rajouter, tu me dis, mais sinon on peut faire la transition vers le classement alors. Où est-ce qu'on l'imagine, ce Aaron Gordon? Bah, il y a une zone là que je cible de role player vraiment de très haut niveau, avec Desmond Bane, enfin même si Desmond Bane cette année n'était pas un role player, mais je pense que à terme ça l'est, avec Derrick White et Jarrett Allen. Donc tu vois, autour de la 13e, 14e place, j'aurais peut-être tendance à l'intercaler entre les deux, entre Derrick White et Jarrett Allen. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? J'étais par là aussi, peut-être même un peu plus bas, je me disais... Enfin non, pardon, en fait je me posais la question par rapport à Franz Wagner et Scottie Barnes qui sont juste en dessous, qui comme on l'a dit sont un peu plus typés création. Pour toi, Gordon est moins créateur mais à ce point plus valuable sur le reste pour que ça passe au-dessus alors, c'est ça? Oui, ouais. En contribution à une équipe de haut niveau, je pense que ce profil est plus important. Ok. Même Franz Wagner alors? Ouais. Ok, je suis assez d'accord. Même si j'hésite un peu avec Franz Wagner au final, mais non, je suis assez d'accord. J'aurais du mal à le mettre devant Jarrett Allen tout de même, tu vois. Mais c'est peut-être parce que je pense que Jarrett Allen pourrait remonter aussi, mais ça me va un peu de les coller alors, de mettre Jarrett Allen et Aaron Gordon un peu collés ensemble. Après, tu vois, sur ce qu'est Derrick White et Desmond Bane, je trouve que ils sont quand même un peu nettement au-dessus. Ce que tu dis aussi, hein, ils sont un peu au-dessus parce que plus créateur cette année. Bon, Derrick White parce qu'il a pris du volume, Desmond Bane c'est parce qu'il y avait personne à Memphis, il n'y avait pas de Jamoran, donc il a aussi développé la création, mais de facto on prend la performance 2024 et donc ça compte. Bien sûr. Mais ouais, non, mais ça me va. On le colle à Jarrett Allen alors si tu veux bien. Ça me va. On est d'accord. Il est possible que ce groupe reste collé et voyage un peu vers le haut à l'avenir. Je sais pas, on verra comment est-ce qu'on fait le classement, mais ok, ça me va. Mettons-le là et donc petit quiz. Quiz pour finir, si j'arrive à retrouver mon quiz que j'ai mis sur la mauvaise page. Oui, ça y est. Petit quiz pour finir, pour les actions marquantes de cette saison. On se remémore un peu tout ça. Nous sommes... action marquante s'il en est. Le 22 avril 2024, est-ce que tu te souviens de ça? C'est une séquence complètement folle où LeBron James fait une interception contre Denver, donc on est en play, enfin interception, il va marquer le panier. De l'autre côté, les Lakers qui passent à +3, mais que se passe-t-il ensuite? C'est sur la remise en jeu. Jokic qui balance une balle un peu trop longue, sauvetage de Aaron Gordon et 3 points de Porter Jr. qui va égaliser. Et au final, ça va être un moment charnière puisque Denver va passer à 2-0 et gagner la série. Est-ce que tu te souviens de cette action déjà? Et ensuite, qui est sur le terrain? Qui est sur le terrain au moment de ce sauvetage fantastique de Aaron Gordon qui permet ce 3 points de Michael Porter Jr. Donc, LeBron James, Nikola Jokic. Ouais. Attends, tu veux que je te fasse les équipes ou pas? Vas-y, comme tu veux. On va essayer de faire par équipe, sinon je vais pas m'en sortir. Donc à Denver, t'as Jokic, Aaron Gordon, Porter Jr. Oui. Est-ce que Jamal Murray était déjà là? Enfin, était déjà Exactement. de retour. Okay. Oui, c'est lui qui se fait intercepter par LeBron et qui a failli coûter le match, donc. Ok, et KCP en 5e? Exactement, KCP, c'est du classique.
Ok, alors du côté des Lakers, du coup, tu m'as dit LeBron. Ouais. Anthony Davis était là, je crois. Il était Oui, pas tout à blessé. fait. Austin Reeves, Austin Reeves, oui, qui D'Angelo essaie de Russell. contester le tir, mais il n'y arrive pas. Russell, en effet, Russell, c'est celui qui se lance pour intercepter la balle sur Jokic, mais il n'y arrive pas. Et donc Jokic arrive tout de même à passer. Et il me manque le 5e des Lakers. Oui. Et alors là, c'est là que ça commence à être drôle. Si je te dis Gonzaga. Si tu me dis Gonzaga, je pense Andrew Nembhard, parce que c'est lui qui a marqué un... Si je te dis Manga. Gonzaga... Ah oui, Rui Hachimura. Oui, d'accord, merci. Rui Hachimura, le japonais, tout à fait. Rui Hachimura. Bon, le quiz était... Il fallait me dire Mathieu Strazel, 2 antisportives, expulsion. En effet. Bon, quiz facile pour commencer, hein, c'est un classique, merci, mais une action merci. marquante de la saison. On peut passer sur CJ McCollum, si tu veux bien. Notre ami CJ McCollum, deuxième joueur du jour, 33 minutes de jeu. Je te fais le topo vite fait, 33 minutes de jeu en moyenne, 66 matchs cette saison, 102 de true shooting plus, donc plus de pourcents d'efficacité relatif à la moyenne, c'est bien, on va en parler. Sur un usage de 28%, si j'ai bien noté dans mon cahier, ouais, je crois que oui, ou 25, non, plutôt 25, pardon. Bref, 25, mais non, 25. juste pour te, voilà, 25, merci. Pour te lancer, après une saison 2023 qui a été un peu compliquée, on est mine de rien sur une saison bien meilleure, une saison un peu du rebond, on peut dire. Ouais, clairement. Après, il faut pas... Je vais faire un rappel collectif à chaque fois, mais moi, CJ McCollum, j'ai pas envie de l'amalgamer avec la frustration générale que j'ai pour ce collectif de la Nouvelle-Orléans, Ouais. qui est, et il faut pas encore amalgamer avec Dejounte Murray, tu vois. Dejounte Murray n'existe pas encore dans ce monde-là. Donc on va faire fi. Non, super saison pour CJ McCollum, c'est vrai je pense qu'on l'avait peut-être un peu enterré en fin d'année dernière, où effectivement la saison dernière était pas bonne du tout en termes d'efficacité. La défense, on va en reparler, mais la défense était dans la continuité de ce qu'elle est depuis 10 ans, c'est-à-dire pas bonne. Donc t'avais finalement un scoreur pas efficace, pas de défense, de la création, mais un peu par défaut, parce il avait beaucoup la balle en main, donc forcément il y avait un petit peu de playmaking. Et puis cette année, mine de rien, avec Zion Williamson qui joue beaucoup de matchs, Brandon Ingram qui est là aussi, bah on a un CJ McCollum, et c'est ça que je trouve intéressant dans son profil. CJ McCollum peut-être dans un rôle un peu nouveau. Tu sais, lui qui nous avait vraiment habitués à être un porteur de balle principal depuis son départ de Portland, ou même pendant les blessures de Damian Lillard à Portland, un mec qui avait quand même beaucoup la balle en main. Et cette année, bah mine de rien, son usage, tu l'as dit, il est à 25. C'est le niveau le plus bas depuis, moi je m'étais noté depuis 2015. Tu vois, donc 2015, c'était l'année de son explosion. Donc il a un peu moins la balle en main. Et par contre, du coup, il a un rôle plus en spot-up. Et bah du coup, il faut en parler. Tu parlais de son efficacité qui a augmenté, mais c'est parce qu'il nous fait une saison historique à 3 points. Il est à 43% de réussite globale sur un gros volume. Il prend presque 10 3 points par 75 possessions, donc c'est dans le 95e pourcentile. Il a 43% en catch and shoot avec un super volume, et parmi les joueurs qui prennent plus de 3 pull-ups à 3 points par match, c'est le meilleur pourcentage, à 43% aussi. Donc il nous fait une super saison à 3 points qui sauve un petit peu le fait, enfin, ces lacunes historiques qui sont que il finit pas bien au cercle, et déjà il y finit pas souvent, il provoque pas de faute, et il garde cette capacité à être un bon joueur de mid-range, mais voilà, ça a toujours été comme ça. Oui, je suis totalement d'accord. Comme tu dis, 43% à 3 points sur 8 tentatives par match, c'est pas mal, ça aide bien. D'ailleurs, sachant qu'en carrière, il shoot autour des 40%, je crois, en carrière. Donc voilà, on a vraiment affaire à un shooter d'élite qui fait une très bonne saison, donc on est un peu au-dessus de ses standards habituels, je veux dire, mais c'est rassurant par rapport à l'an passé où en fait on avait vu, bon, il est pas si vieux que ça non plus, mais je veux dire, il a pas 27 ans, quoi. Il commence à aller à 33, 34, je crois, de mémoire, parce qu'en plus il se fait drafter plus tard en 2013, Enfin, voilà, 33 dans 10 jours. Voilà. Et
Et donc voilà, l'an dernier, on avait cette panne d'efficacité qui était assez énormissime et on savait pas trop quoi en faire, quoi. Alors, il y avait aussi la blague de bon, il fait une mauvaise saison parce qu'il avait passé des mois plutôt qu'à jouer au basket à se à négocier le CBA, tu sais, comme il est président du syndicat des joueurs, il négociait avec les propriétaires le nouveau CBA, l'accord collectif. Donc ça, c'est un peu la blague, mais à quel point c'était vrai ou pas, tu sais, un peu comme à l'époque Gérard Piqué qui était mauvais avec Barcelone, mais parce qu'en fait, il passait ses nuits à négocier pour faire le nouveau tournoi de tennis ou je sais pas quoi, enfin que des trucs de business, quoi. Mais bon, bref, quelles que soient les raisons, en tout cas, on restait sur une saison qui était largement inefficace. Tu vois, on était à moins 7% relatif à la moyenne. Donc 93 de true shooting plus, moins 7%, c'est quand même énorme. Hein. C'est pas, on est un peu en dessous, c'est quand même énorme, moins 7%. Et là, on est de nouveau au-dessus de la moyenne à plus 2. Donc voilà, on retrouve un peu les standards habituels et ça fait du bien. Et comme tu dis aussi, on a en plus cet aspect de diversification que j'aime bien avec un aspect qui est le passing qu'il a développé depuis qu'il a quitté un peu Portland, parce que le McCollum du début, c'est pas du tout un passeur, hein, même pas trop, et ça on le voit plutôt pas mal aux Pelicans, cet aspect de, bah ouais, ça devient un peu un porte-de-balle un peu plus complet, qui peut aussi, alors c'est pas la folie, mais c'est au moins des basiques de pick and roll, c'est un peu de altruisme, un peu de driving kick parfois, ou voilà, c'est un peu de création secondaire au moins, et surtout, comme tu dis, moi ce que j'aime beaucoup, c'est la flexibilité de son profil et la polyvalence avec cet aspect où il peut être on et off ball. Et dans ces schémas de James Borrego, enfin, pardon, Willie Green, hein, que le coach principal, mais James Borrego, c'est le coordinateur offensif, on va dire, qui a toujours des schémas fabuleux. Et donc, dans cette attaque qui est très en mouvement, avec des zoom action, avec des sorties d'écran, avec des écrans fantômes aussi, les ghost screens, avec des shooters, dont lui d'ailleurs qui pose des écrans fantômes, ou voilà, une attaque très complexe et très, très diverse, et lui brille là-dedans, donc c'est bien. Après, comme tu dis aussi, le shoot est en méga surchauffe à 43% sur un énorme volume, et pourtant il n'est que au niveau moyen de NBA en termes d'efficacité. Pourquoi ? Parce qu'il va peu au panier, quand il y va, c'est pas cata, mais on est plutôt moyen mauvais, quoi, tu vois, au niveau des drives, on est... Cette année, on peut le dire, hein, c'est cata, il est à 50% de réussite au cercle. Alors sur les drives, ça doit être un peu mieux, parce que ça prend le flotteur, mais au cercle pur, c'est ça, ouais. 51% de réussite, c'est dans le 5e pourcentile. Exactement. Grâce à son flotteur, il sauve un peu quelques points d'efficacité au drive, mais tu vois, on est encore... alors attends, je calcule, 47 sur 57, ça fait quoi ça ? Ça fait du 29e centile. Donc il est quand même moins bon en drive que... Enfin, il est meilleur que à peine 30% des joueurs NBA, donc moins bon que 70%. Donc voilà, et surtout, l'autre aspect, le taux de lancer franc est à 54, le free throw rate plus, donc les stats en plus, c'est relatif à la moyenne, hein, comme le true shooting plus, c'est pareil. Et donc 54, ça veut dire que la moyenne étant fixée à 100, son score est 50% moins grand que le score moyen de NBA en termes de taux de lancer franc, de provocation de lancer franc. Donc voilà, tu parlais de l'efficacité au panier, mais on peut rajouter ça aussi, hein, ce côté, il va pas au contact, il va pas au panier, il va pas au contact. Donc c'est là-dessus où c'est un peu dommage, parce que d'un côté, tu te dis, il pourrait être tellement efficace, vu à quel point il est efficace au shoot. Et de l'autre côté, on a aussi un peu les faiblesses habituelles de, on le connaît, McCollum, il va pas trop changer, c'est quand le shoot va, tout va. C'est pas quand le bâtiment va, tout va, c'est quand le shoot va, tout va. Parce que de l'autre côté, on a peu de drive, on a peu de contact, peu de lancer franc, ok. Mais tu vois, au final, ça nous fait quand même une version qui est largement plus intéressante que l'an dernier, je trouve. Entre efficacité et polyvalence, et passing en plus, on est quand même sur une belle saison de McCollum, même si ça va pas être la folie, mais en termes de créateur offensif, bon, c'est pas mal, quoi. Ouais, et puis juste dernière stat pour dire que, effectivement, moi, je trouve qu'il a diversifié son profil, donc il était moins balle en main cette année qu'il l'a été les années précédentes. Depuis 7-8 ans, il est à 8 pick and roll joués par match en tant que porteur de balle. Cette année, tu vois, ça descend à 5. Donc c'est la première fois que ça descend autant. Donc voilà, c'est pour ajouter sur l'aspect de diversification, où justement, moi je trouve, vu sa réussite aussi au tir cette année, ça rend ce profil vraiment viable. Donc j'attends de voir ce que ça va donner avec l'arrivée de Dijon Temeray. Même si j'ai pas trop d'espoir non plus, mais c'est peut-être justement le profil de CJ McCollum en tant que joueur de spot-up excellent et très efficace. C'est peut-être ce profil qui va permettre de enfin compléter Dijon Temeray. J'ai de l'espoir. Ouais. Oui, j'allais dire l'inverse, moi. Je pense que l'arrivée de Dijon Temeray, c'est peut-être qu'on va enfin échanger McCollum, à mon sens. On a pris une version qui est un peu similaire en attaque, mais un peu meilleur en défense. C'est un peu l'aspect dont on n'a pas encore discuté aujourd'hui. Je pense que dans le classement, on va y arriver d'ici quelques secondes, mais dans le classement, il va un peu perdre des points pour moi, comparé à d'autres créateurs secondaires un peu similaires. C'est parce qu'il n'y a pas la défense, et pas du tout, quoi. Tu vois, Non. En plus, il est dans des schémas des Pelicans très agressifs.
c'est peut-être le moins bon là-dedans en termes de. Alors parfois il fait les rotations, hein, et puis voilà, quand il faut que le mec côté faible il vienne zoner très tôt et très loin, il le fait. Hein. Mais le problème c'est qu'il a pas ce que les autres ont, c'est-à-dire la capacité à recover, à revenir en position, à faire les close-out, à contenir le close-out, à bien faire ton close-out, quoi. Donc c'est pas juste se jeter, quoi. C'est aussi éventuellement soit contester le tir, soit repartir de l'autre côté quand ça attaque sur le dribble, etc. Voilà, il a pas ce volume-là, et en plus on ball c'est pas top non plus. Donc voilà, ce petit malus sans doute sur la défense. Mais voilà, je trouve que c'est pas mal par rapport à l'an dernier, quoi. L'an dernier, j'avais un peu eu peur, mais là, on est quand même sur une bonne saison du rebond. Donc c'est pas mal. Et donc, je te pose la question directement. Où est-ce qu'on l'imagine dans ce classement, alors? Bah écoute, il y a pour moi un point de comparaison évident, parce que les profils sont un peu similaires, c'est Bogdan Bogdanovic. Ouais. Mais à Bogdan Bogdanovic, il faut ajouter le malus défensif qu'a CJ McCollum. Donc je le verrai de toute manière en dessous de Bogdan Bogdanovic, qui est actuellement 20e. Que Bogdan a aussi, non, un peu tout de même. Ouais, mais peut-être moins, je sais pas. J'aurais tendance à moins le pénaliser, mais du coup je le verrai, parce que là on a Keegan Murray ensuite en 21. J'aurais tendance quand même à me donner de la valeur au profil de création de McCollum, et donc peut-être entre les deux, tu vois, entre Bogdan Bogdanovic et Keegan Murray. Oui, ça me va, ouais. J'avais un autre point de repère qui était Mike Conley, moi. Et je pensais qu'il devrait être un peu en dessous. Déjà parce que on juge la perf et pas l'absolu, et Mike Conley a fait une super saison d'efficacité. Donc c'est pas tenable, mais en même temps, ça a rapporté plein de points, quoi, le fait d'être en surchauffe. Donc, et puis la défense aussi, c'est là où on a peut-être un écart. Donc pour moi, c'était un peu le point à pas dépasser Mike Conley. Même si je voulais pas trop l'éloigner, McCollum de Conley, parce que Conley fait ce qu'il fait, mais sur un plus petit volume, et il a pas autant d'importance en attaque que McCollum. Donc ouais, ça me va si on le mettre par là, ouais. Du coup, derrière Bogdanovic, hein, c'est ça pour toi? Si tu veux le mettre devant, on peut le mettre devant, ça se joue à une place. Comme toi, tu l'avais entre 19 et 20, et comme moi, j'avais entre 20 et 21, on peut le mettre. Non, j'étais par là, moi. J'étais par là. On peut j'aurais tendance à le mettre en dessous de Bogdanovic. Ok. Eh bien, faisons ça, alors. Faisons ça. Oui, parce qu'on est d'accord qu'après, il y a un groupe juste en dessous de Keegan Murray, DeAndre Hunter, Aaron Smith. On entre sur des role-players beaucoup plus sobres. Donc, effectivement, la création offensive de McCollum vaut quand même beaucoup plus. Donc, ok, mettons-le là, entre Bogdanovic et ensuite le groupe de Keegan Murray. Ça marche pour le classement. Et donc, petit quiz pour finir. Nous sommes le 17 janvier. Qui est sur le terrain FD 17 janvier 2024 pour un dunk de CJ McCollum. Et oui, il n'y en a eu que 6 dans l'année. Il n'y a eu que 6 dunks de CJ McCollum. Donc j'ai pris un de ceux-là, un dunk de CJ McCollum. Qui est sur le terrain au moment de ce dunk spectaculaire? Non, c'est pas vrai, pas du tout. Contre les Hornets. C'est les dunks à la Tony Parker, c'est en contre-attaque. C'est un peu ça. Il regarde 3 fois derrière lui pour voir s'il n'y a pas un défenseur qui le suit, pour savoir s'il peut le tenter ou pas. Attends, donc là tu m'as dit, on est quoi? On est en janvier? 17 janvier contre les Hornets. C'est toute l'info que j'ai, je peux pas savoir si... Ouais, ok, écoute. Il faut que je dise les Hornets aussi, ou juste les Pelicans? Eh oui, qui est sur le terrain? Attends, il faut quand même que tu aides nos auditeurs à se remémorer cet instant marquant de la saison. Très bien. Écoute, du coup, on a CJ McCollum, ça je suis presque sûr. Tout à fait. Et du côté des Pelicans, est-ce qu'on peut avoir Brandon Ingram? Oui. Zion? Oui. Alors, si on a Brandon Ingram, Zion, Valanciunas? Valanciunas, et le dernier, il y en a qui le fument, même si au final il est tellement bon en défense qu'il y en a très peu qui le fument. Il y en a qui le fument. Attends, tu me parles de Valanciunas? Non, je pense le dernier, c'est un jeu de mots. Qui le fume? Mais pourtant, c'est paradoxal, vu sa défense, justement, personne n'arrive à le fumer. Bah oui, bien sûr, excuse-moi, Air Jones, oui, elle est très bien. C'est scandaleux comme jeu de mots, non? Oui, elle est bien. Je m'excuse, chers auditeurs. Donc ouais, voilà, tu vois, niveau Pelican ça va. Et donc, maintenant on va s'amuser. Qui est sur le terrain côté Hornets? c'est là que ça devient marrant. Donc on va avoir Mark Williams. Non, c'est l'autre. L'autre. L'autre, Grant Williams. Non, c'était pas dans ce sens-là. C'était plutôt l'autre pivot. Si je te dis Bob Marley, le reggae. Si je te dis, mince, comment il s'appelait ce film? Rasta Rocket, ça te dit rien, Rasta Rocket? Si, ça me dit un truc, mais par contre, en tant que... C'est quel pays, Rasta Rocket? C'est le Jamaïque. Et donc, qui est le Jamaïcain de NBA?
Kai Jones, il est des Bahamas. Du coup, j'ai que Kai Jones en tête. Non, c'est pas Kai Jones. C'est un mec qui était... Alors, indice basket pour toi. Ouais. Kentucky, il est passé par Kentucky. Ah, oui. Oui, Nick Richards. Exactement. Tu savais pas qu'il était jamaïcain? Non, ça, j'avais pas l'info, je t'avoue. Bon, ben voilà. Du coup, l'indice est tombé à l'eau. Donc, Nick Richards, en effet, on est le 17 janvier, donc il n'y a pas eu le trade de Grant Williams. Mince, il y en a d'autres après. Eh ben oui. Il n'y avait pas que Nick Richards. Miles Bridges, du coup. Oui, tout à fait. Ok, Mason Greenwood. Ah, pardon, excuse-moi. Association d'idées. Tu vois, comme on a dit son nom plus tôt. Brandon Miller. Pas sur le terrain, non. Pas à ce moment-là. Ouais. On est avant la trade deadline, donc il y a encore un mec. Il y a un mec qui est parti en Floride. Un mec qui est parti en Floride. Un des frères Martin? Alors, je pensais pas à lui, mais oui. Lequel? Ok. Du coup, c'est pas l'autre, c'est Cody. C'est Cody Martin, oui. Non, et Okay. je disais, il y en a un qui a été échangé à Miami contre la légende Kyle Lowry. Ah, Terry Rozier, oui. Exactement, Terry Rozier, ouais, okay, tout à fait. Donc Terry Rozier, Cody Martin, Miles Bridges, Nick Richards et c'est quoi? Donne-moi le poste. Le poste, il est un peu comme ton joueur préféré. Oula, j'en ai trop des joueurs préférés. Ton joueur préféré à Denver. Donc un poste 3-4 super efficace, un des meilleurs scoreurs au niveau du nom, c'est comme ton joueur préféré à Denver. Oh là, tu m'as perdu. Ah, Carmelo, Anthony. Non, FD, t'es pas en forme, FD. Ah, désolé, là... C'est qui mon joueur préféré à Denver? Carmelo. Melo. Ah, bah oui, mais je pensais qu'il était blessé, lui. Ah bah oui, la Melo Ball, d'accord, excuse-moi. Oui. La Melo Ball, oui, évidemment. C'est quoi, j'étais tellement persuadé qu'il était blessé que j'allais même pas prononcer son nom pour dire, mais je savais qu'il était blessé, il était pas blessé. D'accord. Bon bah super. Plus jamais on a passé plus de temps sur ce dunk que McCollum, même quand il l'a fait. Bref, avançons. Notre troisième joueur du jour, c'est Jabari Smith. 32 minutes par match en moyenne sur 76 matchs. 98 de true shooting plus, donc moins 2% d'efficacité relatif à la moyenne. Donc, grosso modo, au niveau de la moyenne, sur 17% d'usage, qui est un volume de responsabilité assez modeste, mine de rien. Et pour te lancer, on est, mine de rien, sur un sophomore et sur un peu une saison de l'explosion, au moins défensivement. Bah alors moi, je m'étais marqué, on attendait une explosion, je ne sais pas si on l'a eu. Ah, t'es sévère quand même. Défensivement tout de même. Oui, défensivement, oui. Handball, tu veux dire? Oui. Ouais. Oui, alors... Après, Tyrese Maxey, tu m'as dit sophomore, mais c'est sa quatrième année, là. Donc, moi, tu vois, explosion défensive, bon, oui, si tu veux. Éclosion, peut-être, tu préfères? Oui, d'accord. Progression. Logique. Progression, oui. Non, progression forte, parce que effectivement, il fait quand même une super saison. Mais tu vois, moi, défensivement, je m'étais pas forcément noté ça. Je m'étais noté que quand il voulait, il avait les capacités athlétiques et physiques et même cognitives pour être un très bon défenseur. On l'a vu face aux Knicks sur des courtes séquences quand il fallait le faire. Attends, FD. Attends. On est sur Jabari Smith, hein. Jabari Smith, ouais. hein, j'ai dit. Je me disais, qu'est-ce qu'il me raconte? Ok. Allez, on refait, je te relance. Ouais, merci, mais tu sais pourquoi? Parce que c'était le truc de la Melo Ball, le quiz des Hornets, là. D'accord, ok, bon, allez. J'ai fait le topo sur Jabari Smith, hein, mais allez, ok, on recommence. Allez, on reprend, excuse-moi, c'est pour moi. Et donc, pour te lancer, c'est vrai que, mine de rien, dans sa saison sophomore, on est tout de même sur une éclosion au moins défensive pour Jabari Smith. Oui, ça par contre, oui, totalement d'accord. Contrairement à Tyrese Maxey, je suis totalement d'accord avec ça, que effectivement Jabari Smith, c'était son profil c'était le profil à Auburn qu'on avait, enfin qui a légitimé le fait qu'il soit choisi aussi haut à la draft. C'était ce côté défense de très très haut niveau, et puis bon, on en reparlera après, une promesse offensive qu'on n'a pas encore. Mais sur le côté défensif, oui.
explosion, éclosion. J'ai ce souvenir d'un match en début de saison contre les Clippers où en fait il enchaîne les stops en isolation sur Paul George, sur Kawhi Leonard et même sur James Harden, et où tu dis en fait la mobilité de ses hanches, sa capacité à descendre son centre de gravité pour quelqu'un de sa taille, c'est vraiment super intéressant. Et quand tu combines ça à sa longueur de bras, tu comprends le profil défensif qu'il a, ou en tout cas le potentiel défensif qu'il a. Ouais. Non, mais c'est un peu c'est sa carte à jouer à la draft, hein, comme tu dis. Et ce qui fait plaisir, c'est de voir que ça vient assez rapidement, quoi, mine de rien. Parce que, bon, il a fait une année rookie, comme on pouvait s'attendre d'un rookie, mine de rien. Mais le fait que, je pense que Ime Udoka arrive, on a vu que ça a de suite défendu très très fort côté Houston. Et c'est quand même bien de voir que lui a fait partie de ça. C'est-à-dire que pour moi, son niveau défensif, je sais plus si c'est avec toi qu'on avait parlé pendant la saison des All Defensive Sophomore Team ou un truc comme ça. On avait fait un truc sur les jeunes joueurs défenseurs, ouais. Et on avait parlé du fait que le step-up défensif est quand même hyper significatif pour moi, parce que on a clairement, alors peut-être pas élite encore, mais on se rapproche un peu d'un niveau d'élite où on est largement meilleur que l'an dernier. Avec l'an dernier, c'était peut-être juste un peu la théorie de bon, il est grand, il est long, il est mobile, donc il pourra devenir ça. Et là, c'est pas il pourra, c'est il est déjà en fait. Il commence déjà à être hyper bon. Donc je trouve que c'est hyper appréciable, même si peut-être que la nuance qu'on pourra dire, c'est que je pense qu'on est encore pour l'instant beaucoup sur la défense on-ball, à mon sens. Et on est beaucoup sur un côté très dureté, intensité et tout ça, donc ça c'est très bien, mais je reste un peu sur ma faim sur tout ce qui est défense collective, tu vois, en termes de protection de panier, en termes de aide en deuxième rideau, en termes de playmaking défensif aussi. D'ailleurs, on sait que c'était pas trop son profil à la draft, hein, on le savait qu'il y avait un potentiel défensif d'élite sur l'homme, mais pas trop en défenseur collectif. Ça peut pas être le dépositaire de ton jeu défensif, ça peut pas être, voilà, c'est pas Jaren Jackson, c'est pas un mec comme ça qui a ce volume-là off-ball ou ce QI, mais voilà, à part quelques flashs, on n'a pas trop ça. D'ailleurs, tu regardes ses chiffres de playmaking défensif, c'est pas ouf, hein, en termes de création de turnover ou de bloc. Donc, on a peut-être ce truc de ça, c'est pas encore là. On verra si ça vient un jour, mais en tout cas, déjà en l'état, on a un défenseur on-ball qui est excellentissime, mais qui surtout, tu vois, comparé à pas mal de 3D, lui, il a un spectre de positions qu'il peut défendre qui est immense en fait. Parce que avec sa taille et sa longueur, il peut aller sur un Kevin Durant ou sur des mecs comme ça, mais vu sa mobilité aussi, tu peux largement le mettre sur des petits arrières en fait. Ouais, clairement je pense qu'il peut tenir la distance effectivement sur des petits meneurs. Et puis même en fait, parfois il a été utilisé en poste 5 défensif. Alors il faudra voir au niveau de la dureté et puis même au niveau de la défense collective, parce que forcément quand t'es au poste 5, t'es forcément plus impliqué dans les aides que actuellement ce qu'il est utilisé, enfin ce comme quoi il est utilisé comme stopper de grand ailier. S'il veut aller au poste 5 sur des plus longues minutes, ça va demander forcément un peu ce côté défense collective, compréhension de l'espace, qui pour l'instant est encore à améliorer. Le dernier point sur lequel je voudrais insister défensivement, c'est et ça va dans le sens de ce que tu dis sur les difficultés hors ballon, c'est sur le rebond défensif. Quand je regardais un petit peu ses actions défensives cette année, il y a trop de situations où il y a un tir qui part, il est à l'opposé, il oublie de box out. Et en fait, c'est des erreurs, on va dire, de jeunesse, c'est des choses qui sont faciles à corriger, mais c'est quand même un exemple parmi d'autres que défensivement, c'est quand son mec a le ballon devant lui, oui, il se dit, bah là, ouais, je vais faire un highlight défensif et je vais le stopper, et il en est capable. Quand il n'y a pas cet élément-là, ou quand c'est un autre profil un peu moins, on va dire, où c'est un profil pas de star en fait en face de lui, bah il a tendance parfois à avoir un effort qui est un petit peu en dessous de ce qu'on peut attendre. Mais le potentiel est là. Maintenant, il faut gagner en régularité et puis en compréhension de l'espace, comme tu disais dans la défense collective. Disons que c'est un peu vers à moitié vide et à moitié plein, c'est-à-dire qu'on rêverait que ce soit un mec qui a un volume off-ball pour assurer protection de panier et tout ça un peu dessus. Le rêve, tu peux le mettre à côté de Sengun, et donc c'est parfait, quoi, parce qu'il apporte spacing. On n'a même pas encore parlé de ça, mais il apporte spacing d'un côté et protection de panier de l'autre, donc c'est parfait à côté de Sengun. Il y a un peu ce truc de, vu que c'est à l'intérieur, il y a ce rêve de ça et il y est pas, donc ça c'est le verre à moitié vide. Après, le verre à moitié plein, comme je disais, c'est que pour moi, il a déjà plus de valeur défensive qu'un simple 3D extérieur. Tu vois, parce que il peut monter sur plus de postes, quoi. Et je sais pas qui c'est qu'on a dans le classement. Alors
peut-être pas dans le classement, parce que pour l'instant, on a un peu les deux Rolls-Royce du 3&D avec KCP et McDaniels. Mais tu vois, si on prend des mecs comme Nesmith, tu vois, Nesmith qui est excellent, ou même DeAndre Hunter, excellent. Mais je trouve que la plus grande polyvalence de Jabari Smith fait que, lui, il peut monter quand même sur des postes très hauts. C'est pas parfait, mais il peut aussi jouer un peu intérieur défensif. Donc il y a aussi cette valeur-là ajoutée. Et comme dit aussi, il y a le 3 points qui va avec. Donc on n'est pas encore sur un 3 points qui est génial. 36% à 3 points cette année sur 5 par match. Donc il n'y a pas encore une efficacité géniale, il n'y a pas encore un volume génial. Mais en tout cas, c'est au moins bien. Comparé déjà à l'an passé, on a un mec qui a progressé en défense de manière significative, qui a progressé au niveau de l'efficacité. Donc il n'y a même pas le compromis qu'on avait l'an passé, parce que tu vois, l'an dernier, on était à moins de 12% d'efficacité relatif à la moyenne. C'était quand même un peu embêtant. Cette année, au niveau de la moyenne, grosso modo. Donc voilà, ça c'est quand même pas mal. Après, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on n'est pas non plus sur un créateur, quoi. Et c'est peut-être un peu là-dessus où toi, tu l'estimes un peu moins sur l'aspect où la création offensive pure, elle est pas trop là. On a juste un 3&D, un intérieur 3&D, quoi, grosso modo. On n'a pas de passing, on n'a pas de drive, on n'a pas de swag. Donc c'est peut-être un peu ça qui, toi, te plaît un peu moins. Ouais, c'est ça, c'est qu'actuellement, il y a zéro création pour lui-même. Et ça, on le savait déjà un peu à Auburn, où il driblait presque pas. Ouais. C'était un peu les stats, tu sais, les stats à la Klay Thompson. Waouh, il a marqué 25 points en posant 2 dribbles. Oui, c'est un rôle. C'est un rôle, et peut-être que moi, je l'attendais peut-être un petit peu plus diversifié. Après, voilà, il a 20 ans actuellement, ça va sûrement venir. Mais actuellement, si on doit juger sa production actuelle, offensivement, c'est un mec, un poste 4 de grande taille, qui t'offre du spacing par son tir à 3 points, mais au-delà de ça, même dans les coupes au panier, et pourtant autour de Sengun ça pourrait être le cas, ou même autour de créateurs comme Van Vliet ou Jalen Green, créateurs au cercle, je veux dire, pas forcément pour autrui, mais il y a du mouvement dans cette attaque, mais son rôle actuellement c'est de rester dans les corners ou rester à 3 points et tirer. Donc c'est difficile de lui donner un bonus de création, alors qu'aujourd'hui on voit ça que par flash, quoi. Il y a un truc qui fait bien, c'est le petit pull-up sur isolation, tu sais, le petit face-up, le shooter par-dessus. Et c'est vrai que pour beaucoup, on associe ça un peu le tir de star, quoi. Il a de la création, regardez, il peut prendre son pull-up par-dessus la tête des mecs. Oui, ça il peut, en effet. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas tout le reste de la création, en fait. Et je crois qu'on avait parlé aussi dans l'hebdo cette saison, mais on avait un peu détaillé le fait qu'il va pas du tout au panier. Il a une fréquence de tir au panier qui est très faible, parce que c'est son rôle aussi. Il joue pas trop en finition, donc ça peut aussi dépendre de si on rajoute de très très bons playmakers ou meneurs, ou si on l'utilise en poseur d'écran, ok. Mais tu vois, même sur ses drives, c'est pas un mec qui va au panier, en fait. Il a une fréquence de tir au panier qui est assez faible, même très faible. Il provoque très peu de lancers francs aussi, donc ça c'est un peu lié. Donc on a ça, plus le passing qui est pour l'instant qui est un peu néant, quoi, pour le coup. Donc c'est vrai qu'au niveau de l'attaque, on a soit un catch and shoot à 3 points, soit un peu de création, mais très limité, de juste au poste bas, tiens, prends ta balle au poste bas ou en isolation et puis shoot par-dessus le mec. Et donc, ok, c'est un peu de création, mais c'est vrai que ça reste un peu limité, quoi. On attend de voir si ça peut faire plus que ça, mais en l'état, ça nous fait un registre assez limité. Mais voilà, je trouve que le package peut être intéressant, modulo quelques faiblesses pour l'instant. Après, il est encore très jeune, etc., etc. On est d'accord. Mais voilà, ça fait un peu comme McDaniels d'ailleurs, je trouve, alors, toute proportion gardée, mais McDaniels, c'est un peu pareil, Jaden McDaniels, c'est-à-dire le défenseur d'élite, ok, et en attaque, c'est juste le petit pull-up, tu vois, c'est pas le 3&D classique McDaniels, j'ai aussi un petit pull-up, alors c'est pas efficace, c'est pas à grand volume, mais j'ai un petit pull-up, et je trouve que c'est un peu pareil que Jabari Smith, mais et voilà un peu pour le profil de Jabari Smith. Ah oui, petit fun fact que j'avais noté, et pourtant je le trouve très bon en défense, on l'a déjà développé, mais ses on-off défensifs sont très mauvais. Je sais pas si t'as vu ça. Et en fait, ça ne dit rien sur lui. C'est juste qu'il a des backups, des backups défensifs incroyablement bons, notamment Jason Tate et Tari Eason. Ouais. Donc, dès qu'il sort du terrain, le score est meilleur sans lui. Mais voilà, c'est juste un fun fact. Ça n'a rien à voir avec lui. Hein. C'est juste les on-off, ça marche comme ça. Et en plus, d'ailleurs, quand lui sort, il y a aussi des backups, pas que ses propres backups, tu sais, mais il y a aussi des joueurs offensifs qui sortent en même temps que lui, du genre Fred VanVleet, Alperen Sengun aussi. Bah oui, c'est plus facile d'avoir une bonne défense quand Sengun il sort. T'as Jock Landale qui rentre en face, et qui rentre à la place de Sengun, et les on-off adorent Jock Landale, pourtant sans lui faire offense. Je pense que c'est surtout qu'il est vraiment meilleur que Sengun défensivement. Donc Landale, tu vois, autant Jabari Smith est pénalisé parce que ses backups sont bons, Landale est optimisé parce que son titulaire est pas très bon.
Ouais. Voilà, c'était juste un fun fact et pour vous dire, énième rappel de dire Leonov, ne regardez pas ça, mettez tout à la poubelle sauf pour les stars offensives ou défensives, mais Leonov, on cache ça. Bref, et donc, dans le classement, où est-ce qu'on l'imagine alors? Ouf, bah je sens qu'on va peut-être avoir un petit point de désaccord là-dessus, quoi, parce que moi je regarde le classement actuellement. Aux dernières places, on a quoi? On a Tyus Jones, Klay Thompson, Aaron Nesmith. Et DeAndre Hunter. Et DeAndre Hunter, ouais. Toi, de base, tu l'avais sous McCollum, donc a priori, là, tu partirais pour le mettre sous McCollum. Ah oui. Ah, toi, okay. tu le verrais au-dessus de tout ça? Non, je te pose la question. Donc, on est dans ce groupe-là, Keegan Murray, DeAndre Hunter, Nesmith, Klay Thompson, quoi. Ouais, et puis dans ce groupe-là, en fonction des pondérations de ce que tu... Voilà, en fonction des pondérations attaque-défense, je peux comprendre qu'il soit à peu près partout. Si maintenant tu devais vraiment me demander, je le mettrais, je pense, entre Aaron Nesmith et Klay Thompson, donc actuellement 24e, quoi. Ok. D'ailleurs, Klay Thompson aussi bas, ça te choque pas? On en a pas parlé tout à l'heure, mais Klay Thompson aussi bas, ça te... C'est peut-être une surcorrection, tu vois, par rapport au fait que sa saison était vraiment pas bonne. Je t'avoue j'ai pas trop d'avis là-dessus. Je vous fais confiance. Ok. Non, parce que je crois qu'on en avait parlé, je sais plus avec qui dernièrement, donc possiblement je parle de ça parce que on avait dit qu'on pourrait reclasser un peu à la hausse Klay Thompson, mais non, mais effectivement, je pense que j'étais un peu par là aussi au final, en y réfléchissant. Tu vois, tout ce qui est... Il y a un autre groupe de 3&D là, qui est Jaden McDaniels et KCP, qui sont un peu au-dessus, mine de rien, mais je pense qu'on est quand même un peu loin de ça. Enfin, on n'est pas à ce niveau-là parce que ces mecs-là sont encore plus élites en défense, je trouve. Mais surtout, il y a aussi une viabilité offensive qui est un peu plus grande, à mon sens. En fait, sur Jabari Smith, je pense qu'il a les outils défensifs que Jaden McDaniels et KCP ont déjà assimilés. Donc le potentiel défensif de Jabari Smith est plus haut, mais à l'heure actuelle, McDaniels et KCP sont déjà la version un petit peu évoluée de Jabari Smith. Ouais, je sais pas. Après, tu vois, ma fourchette haute pouvait aller gratter, alors peut-être pas complètement, mais pas si loin que ça de eux, pour le coup. Mais ça me va de le laisser dans ce groupe Hunter Nesmith. Peut-être pas par rapport à Keegan Murray, je sais pas. Non, quand même pas, non. Je préfère garder Keegan Murray un peu au-dessus. Et ouais, donc on le met... Oui, par rapport à Nesmith, où est-ce que... J'ai quand même envie de le mettre un peu au-dessus parce que, quoi que tu me diras, Nesmith est efficace, grande saison de... Le shoot rentre et tout, ouais, on le mettrait au niveau de Nesmith alors. Ouais, je l'aurais tendance à le mettre peut-être en dessous de Nesmith, c'est ce que j'avais dit avant. Parce que Nesmith, en plus, ça le tire, quoi. 42%. C'est ça, ouais, c'est ça. Je pense qu'il est un peu en surchauffe, mais bah, tant mieux pour lui, hein. On prend ce qu'a été, donc la valeur a été ajoutée telle qu'elle est, quoi. Ok, ouais, ça me va. Je pense qu'on aurait pu gratter un peu au-dessus, mais ça me va. Ok. Mettons-le là, alors, entre Nesmith et Klay Thompson, mais qui pourrait remonter un peu. Mais DeAndre Hunter d'ailleurs pour un peu descendre aussi, mais bref, on verra ça. Et donc petit quiz pour terminer. Nous sommes le 4 novembre 2023, FD. 4 novembre, donc on est en début de saison et Jabari Smith va contrer un alley-oop de Jamal Magui. Je l'ai vu. C'est spectaculaire. Ah, c'est vrai? Ouais, je l'ai vu en révisant. Super intéressant. Alors, qui est sur le terrain? Qui est sur le terrain au moment de ce bloc spectaculaire de Jabari Smith? J'en ai aucune idée. Parce que j'ai vu que c'était sur le site là, de Hilo. Donc, j'avais toutes les actions défensives de Jabari Smith. Et donc, je vois, je regardais parce que j'en avais beaucoup trop, donc je cherchais un peu. Et je voyais Jabari Smith, blocks, alley-oop attempt, Jamal Magui. Et je me dis, ouf, contrer un alley-oop, c'est fort quand même. Donc, en fait, j'ai que regardé Jabari Smith qui venait en edge, il venait taguer sur un pick and roll de l'opposé. Donc, il y a Jamal Magui et Jabari Smith. Ouais. Non, après, du côté de Houston, on a Dillon Brooks. Pas sur le terrain, non. Pas à ce moment-là. Ok. Fred VanVleet, qui défend sur le pic. Ouais, il me semble qu'il défend sur le pic. Du coup, si Jabari Smith est au poste 4, enfin, s'il est dans le corner, c'est qu'il est poste 4, donc le poste 5 qui défend sur l'écran, c'est Sengun. Non, c'est un mate. Landale, du coup. Exactement. Ouais, c'est Jock Landale qui est en retard. Ouais. Enfin, qui fait le step, du coup, forcément, il y a la passe pour Magui. On a aussi l'homme qui nous vend du maïs et des petits pois. Comment il s'appelle cet homme? Qui vend un géant. Le géant. Le géant vert? Et donc
qui est sur le terrain, au poste d'arrière? Un mec qui s'appelle Green. Bah oui. Mais qui? Jalen. Tout à fait, Jalen Green. Ah, ils en ont un autre de Green. Ils ont Jeff Green. Oui, c'est vrai. Jalen Green. Il t'en manque un. Non drafté. Oh, non drafté. Non, c'est pas Cam Whitmore. Non drafté. Qui fait partie de ma première All-Hipster Team d'ailleurs. Ouais. Bah, on l'a dit avant. C'est Tate, non? C'est pas ça? Exactement, c'est Jason Tate. Jason Antoine Tate, que j'aime beaucoup. Jason Tate sur le terrain. Et donc, maintenant, on va s'amuser. Qui est sur le terrain? Côté Sacramento. Il me semble que le mec qui fait la passe, c'est Davion Mitchell, non? Non. Ah bah super. Bah alors c'est De'Aaron Fox. Non plus, c'est un moine. Alors c'est Malik Monk. Exactement, Malik Monk. À côté de lui, Keegan Murray, comme on vient de le citer. Oui, tout à fait, Keegan Murray. On a un mec qui s'est fait drafter à peu près 27 ans par Indiana, mais parce que Indiana, il draft que des mecs comme ça. Machin, oui, d'Oregon. C'est machin, ça compte, exactement, je te le compte. non, attends, je vais l'avoir. Non, en plus, je crois que c'est pas lui. C'est Chris Duarte, non? Exactement, Chris Duarte, okay. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Et donc, il te manque un cinquième, mais bon, je vais peut-être pas te le faire deviner, il est un peu trop dur. Donne-moi un indice. Allez, le prénom, c'est Colby. Colby Jones. Exactement, ouais, tu l'avais, tu vois. Ouais, bon, je pense pas que je l'aurais eu si tu m'avais pas dit Colby. Et donc on peut avancer notre quatrième joueur du jour, on peut aller sur Tyrese Maxey si tu veux bien. 37 minutes par match. 37 minutes par match pour Tyrese Maxey, 70 matchs cette saison, 99 de true shooting plus, donc moins 1% relatif à la moyenne qui est à 100, moins 1% d'efficacité au scoring individuel évidemment, sur un volume de 28%, un plutôt gros usage et volume de responsabilité. FD, est-on sur la saison de l'explosion pour Maxey? Je pense qu'on peut le dire vu qu'il a été élu MIP. Ouais, du coup, je redis ce que j'ai écrit sur Tyrese Maxey, c'est « On attendait une explosion, je ne sais pas si on l'a eu ». Ah, alors pourquoi? La baisse d'efficacité, moi, me dérange un peu quand même. Hein. On passe d'un mec qui était à 61% de true shooting à un mec à 58%, donc 61, c'est 71e pourcentile, là on est dans la moyenne. C'est ça, ouais, on était, ça faisait 2 ans qu'il était plus 5%, plus 4% relatif à la moyenne, et là il est à 99%, donc au niveau de la moyenne. Voilà, ça me dérange un peu. Alors je m'étais noté dans les notes, je trouve que c'est sévère maintenant que je le relis. J'ai noté, c'est le syndrome de Spencer Dinwiddie, dans le sens où t'as la hausse de volume et forcément la baisse de l'efficacité. Mais attention, Tyrese Maxey est un meilleur joueur qu'en l'a été Spencer Dinwiddie. C'est juste que Dinwiddie avait un moment, tu sais, quand il changeait de contexte tous les 6 mois là. T'avais 6 mois où il était 3e option et du coup il était assez efficace et on se disait il peut être 2e option, et du coup il devenait une 2e option, et du coup il baissait en efficacité. Mais non, j'aime beaucoup la saison offensive de Tyrese Maxey. Je trouve que le système offensif de Nick Nurse avec beaucoup de drive and kick, ça lui va très bien, parce qu'il a la vitesse, il a cette capacité, les Américains ils disent to get downhill, de jouer vers le panier, d'aller en drive. Drive et nord-sud. Voilà, c'est ça. Alors parfois, il manque un petit peu de contrôle sur ces drives-là, sur ces actions, mais ça lui permet en fait de débloquer son playmaking, parce que forcément, il va tellement vite qu'il est capable de créer des décalages, que du coup, il a des passes faciles en drive and kick qui ont permis à Tobias Harris ou Kelly Oubre Jr. De faire une bonne saison, même si je sais que t'aimes pas Kelly Oubre Jr. Mais non, j'aime beaucoup la saison. On a une baisse à 3 points où les 2 dernières années étaient à 43% de réussite. Là, on descend, on normalise un petit peu à 37%. Mais non, une très belle saison offensive de Tyrese Maxey et un MIP très logique. Alors, je pensais à celui qui apporterait 2-3 nuances. Je me suis dit, bon, ok. Et là, je reçois un mec qui me parle de Spencer Dinwiddie. Je pense que les fans des Sixers qui écoutent sont pas contents. Non, mais alors, en effet... J'ai pas fait la comparaison. Attends, je reviens sur celui. J'ai pas fait la comparaison entre les deux. Me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Je te charrie.
Évidemment. Non, mais alors, effectivement, je pense on est tout de même sur une saison de l'explosion, à mon sens, parce que, en fait, déjà, faire la même chose sur un plus gros volume, déjà, c'est très bien. En plus, cette prise de volume, elle est pas anodine, hein. Pour le coup, on a quand même un gros volume. Au niveau de l'efficacité, c'est vrai qu'on est peut-être Enfin, moi, je suis un peu plus sur ma faim que peut-être beaucoup, et toi aussi, j'ai l'impression. Mais je pense que c'est à quel point aussi ça peut pas être expliqué par le fait que d'un coup, James Harden n'était plus là, comparé à l'an passé, déjà. Donc ça, c'est aussi un créateur majeur qui n'était plus là. Et puis, Embiid a été blessé aussi une partie de l'année. Et je crois qu'on avait parlé, je sais plus si c'était avec Azad ou Baptiste, cette saison, ou alors dans les bilans 2024, mais il y a un peu cet aspect où il a pas mal forcé, en fait, en termes de création, notamment un peu pull-up et tout ça, où il peut le faire, hein, il peut le faire, mais peut-être qu'on a un peu exagéré, mais parce que les absents autour de lui, quoi. Donc, tu vois, comparé à l'an passé, quand on fait le avant-après, l'an passé 2023-24, on passe d'un mec qui était un peu la troisième option suroptimisée, enfin bien optimisé autour de deux créateurs, à cette année parfois, ouais, c'était un peu toi la première option, et puis vas-y, quoi. Donc, je pense qu'il y a un côté déchet, ou en tout cas un côté perte d'efficacité qui est assez logique finalement. Donc, j'attends de voir l'an prochain, parce que je sais pas trop à quel point est-ce qu'on peut lui imputer un peu cette perte d'efficacité, parce que tu vois, en un sens, c'est peut-être juste que il est un peu plus forcé qu'avant, c'était plus du tout les mêmes tirs d'ailleurs, en termes de. Je parlais du volume, le volume qui est monté à 29%, 28-29%, voilà, c'est un volume de star, hein, très, très clairement, alors pas énorme, hein, pas Luka Doncic qui est à 40, mais c'est un volume de star tout de même, donc ça, c'est un step-up par rapport à l'an passé, mais en plus, même la nature de ses tirs a évolué. Son pourcentage de panier assisté, tu vois, ce qui est un indicateur comme un autre, mais il était 55% l'an passé, 55% de ses paniers étaient assistés, donc créés par autrui, à peine 43 cette année. Donc là aussi, le volume augmente et en plus, la nature de ses tirs change aussi. Et puis, autre aspect que j'aime beaucoup, c'est que on a affaire à un scoreur et on a affaire à quelqu'un qui, parmi les gros volumes de NBA, c'est le mec qui perd le moins de ballons. Il est à peine à 6% de turnover percentage, ce qui est un score assez dingue en fait quand on y pense. Enfin, parce que tu vois, pour des mecs à gros volume, déjà si t'es à 9 ou 10% de turnover percentage, c'est excellentissime quoi. C'est en général, ça peut être voilà, la fourchette normale elle est entre 9-10 pour les plus propres jusqu'à aller 13, 14, 15, 16 pour les plus sales on va dire. Donc un mec qui a 6% de turnover, ouais, c'est assez impressionnant. Après, c'est vrai que c'est aussi lié au fait que il fait peu de turnover parce qu'il y a aussi peu de prise de risque, il fait assez peu de passes par rapport à d'autres. Mais voilà, ça fait aussi partie d'un package assez intéressant de prise de volume, plus de création qu'avant, même beaucoup plus de création qu'avant. Le fait est aussi qu'il est un peu moins bien shooté au niveau des 3 points, mais peut-être on y reviendra. Mais c'est aussi de par la création de décalage que tu as évoqué, c'est pas du passing en soi, mais c'est juste je crée le décalage parce que je suis un peu le premier score et ensuite 2-3 passes et puis ça peut faire l'affaire. Il y a quand même pas mal de choses à aimer, même si on est d'accord qu'il est pas encore, il s'est pas non plus propulsé d'un coup dans le top 10 NBA, ça on sera d'accord. Oui, totalement. Juste sur le 3 points, ça rejoint un petit peu ce que tu disais avant au niveau des paniers non assistés. L'année dernière, 72% de ces 3 points étaient assistés, ce qui reste très faible, hein, c'est le 15e pourcentile. Donc il prend quand même beaucoup de pull-up par rapport au reste de la NBA. Donc il était à 72, maintenant il descend encore, il est à 59. Donc là il est vraiment parmi les joueurs qui se créent vraiment dont les 3 points sont le plus auto-créés, ce qui explique aussi le 37%. Et si on extrapole un petit peu sur son efficacité générale, être dans la moyenne ou à 99 de true shooting plus, alors que seulement 42% de ses paniers proviennent d'une passe décisive, c'est quand même gage d'une très bonne efficacité. Relativement à ceux qui ont des tirs un peu plus faciles, on va dire. Et en plus, tu vois, je pense que, comme tu dis, il y a beaucoup de pull-up, donc ça joue évidemment, mais il fait une saison à 38% à 3 points. C'est un peu lié à ça, je pense, parce que oui, la réussite attendue sur les catch and shoot, elle est pas pareille que les pull-up. On est d'accord, évidemment, c'est pas le même type de tir, c'est pas le même type de proba. Donc en effet, mais ce que je veux dire aussi, c'est que c'est un mec qui est parmi les tout meilleurs shooters de NBA en fait. Hein. C'est un mec qui est en carrière est à 43-44% sur les 2 dernières saisons. Voilà, là on est à 38, donc on est un peu loin de ces standards-là. Ça s'explique aussi, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, si on avait une saison un peu normale pour lui, ou même sans aller jusqu'à 43, mais 40% à 3 points, 41% à 3 points sur un grand volume, peut-être que l'efficacité générale elle serait juste à 102, 103, quoi. Et ça nous choquerait moins, ce côté-là. Donc, à quel point il n'y a pas juste aussi une mauvaise année un peu au shoot, mais ce qui est un peu un élément relativement aléatoire. Je sais pas trop, mais voilà, c'est vrai que on n'a pas trop dit aussi, mais au niveau des drives, c'est pas encore totalement sa force. Je pense que
il y a une certaine capacité de... Alors, il faut que j'explique parce que c'est peut-être un peu contre-intuitif pour beaucoup, mais c'est un mec qui crée beaucoup de jeux de par le drive, de par cette explosivité, ce premier pas et les décalages qu'il peut créer dans une défense. Après, c'est vrai que tu vois, en finition, il y a aussi il a les faiblesses de son profil, c'est-à-dire d'être un peu petit, pas très long, assez peu de verticalité. Et donc, en termes de scoring en fin de drive, il est dans le 34e centile, à peine. Donc, à peine mieux que 34% des autres drivers à gros volume. Voilà, on n'est pas sur sur un top 5 driver de NBA, je pense pas. Mais il y a quand même pas mal de choses à aimer, de par le drive et de par, au-delà du scoring, la menace que ce drive peut créer parfois, surtout dans les systèmes de Nick Nurse. On a vu aussi d'ailleurs que ça fait partie de la saison, mais on a vu d'ailleurs que en playoff, il a fallu prendre encore plus de responsabilités et il a fait aussi ce step en plus, je trouve. Donc c'était quand même assez appréciable. Mais voilà, ça fait un package vraiment, je trouve, hyper intéressant et qui, en effet, il y a une vraie progression par rapport à l'an dernier, même si peut-être que toi et moi, on est un peu plus bas que certains qui le projettent déjà, genre top 15 NBA, peut-être, quoi. Et je pense que justement, l'arrivée de Paul George va passer un petit peu sa capacité à redevenir efficace, ou à redevenir encore plus efficace qu'il l'est actuellement sur un rôle un petit peu plus réduit ou révélateur. Et donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner et comment la grève va être prise. Et la défense, alors? La défense, on est un peu sur une frustration de mon côté, où il a les capacités physiques et athlétiques d'être un excellent défenseur sur le ballon. Il a des mains actives, il est rapide, mine de rien, il a un haut du corps, et encore, il s'est encore musclé cette année, mais il a un haut du corps qui est assez fort, donc il peut prendre les contacts. Donc on a de quoi avoir un super défenseur pour moi extérieur, enfin sur le poste 1, quoi. Mais on a quand même un moteur qui est assez inégal, on va dire, assez faible par séquence. Et pareil, ça revient à ce que je viens de dire sur l'arrivée de Paul George. Peut-être que moins de responsabilités offensives, on va le voir se métamorphoser, ou pas se métamorphoser, mais en tout cas revenir sur des volumes d'efforts en défense qui lui permettent d'être un très bon défenseur. Je suis un peu moins que toi alors sur le potentiel défensif, pour le coup. Je pense que ça peut être pas mal, mais il y a quand même une limitation un peu de taille, quoi, au final. Donc ouais, il y a une certaine mobilité, mais je trouve qu'en l'état, on n'a pas non plus forcément un très bon défenseur, et j'imagine pas non plus un potentiel gigantesque, pardon. Et puis il y a aussi un aspect de défense off-ball qui est pas trop là, mais bon, ça c'est un peu comment dire, c'est classique chez les meneurs, quoi. C'est qu'il n'y a pas non plus forcément, à part si tu t'appelles Kylery, en effet. mais a priori, t'as pas un énorme volume de défense off-ball parce qu'il y a pas ce volume si t'es un peu petit. Mais voilà, je suis pas fan du défenseur pour l'instant, moi, pour le coup. Donc il y a des hauts, il y a des bas, il y a des trucs à vraiment beaucoup aimer chez lui, je trouve. Le shoot d'élite, le drive parfois, qu'est-ce que ça peut engendrer, le volume. Il y a des trucs un peu moins aimés, c'est-à-dire un peu l'absence de passing, un peu la défense, parfois quelques trous en défense off-ball notamment, tu vois, des trucs comme ça. Donc ça fait un profil assez polarisé, mine de rien, et assez atypique aussi, parce qu'il n'y en a pas des tonnes, hein, des mecs qui jouent comme lui à haut volume. Tu vois, j'ai fait un podcast il y a pas longtemps, un peu pour appeler ça les gunman, donc un peu, tu sais, les mecs qui ont assez peu de passing et juste un peu scorer pour soi, quoi, finalement. Ouais. Et je trouve que Maxey, c'est un peu la Rolls-Royce des gunman, c'est le gunman, mais à haut volume, quoi. C'est le mec qui tu donnes la balle, il va scorer, ou alors il va un peu passer, mais c'est un mec d'habitude, ce profil-là, tu le vois pas à haut niveau, quoi. Tu le vois pas aussi haut volume, donc comment est-ce qu'on juge ça? Bah tiens, comment est-ce qu'on juge ça, littéralement? Je te renvoie vers la question du classement. Où est-ce qu'on l'imagine alors, Maxé? Dans tes gunmen, t'avais Jamal Murray ou pas? Non, quand même pas. Ah, tu vois, moi, il y a cette jonction entre... pour moi, Jamal Murray en 11 et Desmond Bane en 12, et encore, je trouve que la saison de Desmond Bane est compliquée à analyser, mais c'est là que je le verrai, dans le sens où c'est pas une première option comme peuvent l'être Karl Anthony Towns, DeMar DeRozan qui sont au-dessus. À partir de Jamal Murray, mine de rien, là on a un groupe d'extérieur, Jamal Murray, Desmond Bane, Derrick White, dans des profils différents, mais je me dis quand même que l'apport offensif efficace, plus le tir à 3 points de Maxey, ça me dérange pas de le voir dans ce groupe-là, quoi. Donc autour de 11, 12, 13. Ok, donc au-dessus, il y a DeRozan, au-dessus, il y a Karl Anthony Towns. Pour toi, eux sont tout de même au-dessus de Maxey? DeRozan, je me pose un peu la question, mais l'aspect scoring inélastique, en fait, qui est, voilà, l'aspect scoring qui est toujours là de DeMar DeRozan. Ouais, très rigide. Plus le playmaking de DeRozan qui pour moi est quand même
largement, c'est parce qu'il est plus vieux aussi, il a plus de répétitions, mais est quand même plus développé que celui de Maxey. Je mettrais DeRozan au-dessus. Ouais. Ok, ouais, ça me va. Moi, je voyais plus haut, enfin, je descendais un peu le classement depuis le haut, je veux dire, et je me disais que la limite à pas dépasser, c'était un peu Sabonis, qui a ses défauts, hein, ses défauts et ses compromis, mais qui, mine de rien, a un peu été le moteur, le poumon de cette attaque des Kings, quoi. Donc, il y avait un dépositaire du jeu. Donc, je mettais un peu la limite à ça. Mais effectivement, on peut descendre jusqu'au groupe Jamal Murray, ouais. Peut-être un peu au-dessus de Jamal Murray, alors, pour cette saison. Je crois que Murray fait pas une grande saison d'efficacité non plus, donc ouais, ok, mais on peut le coller alors entre DeRozan et Jamal Murray, si ça te va. Ouais, ça me va. Ok, eh bien faisons ça. Et donc, petit quiz pour finir, évidemment, nous sommes le 1er mai 2024. Tu sais que je suis un sadique. Tu es fan des Knicks FD. Nous sommes au match 5. Match 5, kické sur le terrain au moment de cette action marquante de la saison. C'est plus qu'une action, c'est une séquence où Tyrese Maxey met 6 points. Et pour recoller au score, tu t'en souviens évidemment, qui est sur le terrain au moment de ces 6 points. Donc, je crois que c'est un N1 et après un 3 points depuis le logo de Tyrese Maxey qui recolle au score et qui anéantit les rêves de FD, le petit fan des Knicks. Mais les Knicks ont gagné la série, donc j'en garde un très bon souvenir. Ça va, ok. Bon, bah du coup, je vais commencer côté Sixers. On a Maxey. Embiid n'est pas blessé à ce moment de la série, je crois. Exactement. On a Kelly Oubre Jr. Oui. On a... Alors, à un moment, ils ont testé des trucs au poste 2, des trucs un peu incompréhensibles. Mais ouais, peut-être est-ce qu'on a Nico Batum sur le terrain? Exactement. Ok, il m'en reste un au Sixers. Oui, il te manque l'homme moyen de la moyenne. Oui, bah Tobias Harris, ouais. Exactement. Ouais, ok, super. Du côté des Knicks, on a Jalen Brunson. Oui. DiVincenzo. Pas DiVincenzo, non. Intéressant. Bah, Josh Hart, qui a joué 48 minutes dans cette série par match. Donc, parce qu'il me semble que c'est allé en prolongation, donc ça m'étonnerait pas qu'il nous fasse une Will Chamberlain avec plus de 48 minutes de moyenne. Ouais. Alors, Brunson, Hart, Hartenstein. Non, pas Hartenstein, l'autre. Bah, Robinson, du coup. Exactement, Mitchell Robinson. Alors, il y en a un qui est un non drafté. West Virginia. Ouais, Miles McBride. Miles McBride, évidemment. Et ensuite, il y a un original gangster. Anunoby qui était pas encore blessé. Ok, super. OG, exactement. Le OG Anunoby, tout à fait. Et donc, on peut passer à notre 5e joueur du jour qui est Kevin Durant. Kevin Durant, 37 minutes par match cette saison, 75 matchs aussi. Donc, énorme minutage à son âge, 37 minutes et demie par match et beaucoup de matchs. 108 de true shooting plus, on va en parler, plus 8% relatif à la moyenne, sur un volume encore de 29%. Donc là encore, autour de la barre des volumes de stars, évidemment. Pour te lancer, on est vraiment sur une saison décevante sur le plan collectif, mais est-ce que ce serait pas un peu le cas aussi sur le plan individuel pour Durant ? Bah moi je trouve pas tant que ça en fait. Par rapport à ses standards des 3 dernières années, depuis qu'il est revenu de blessure, de ces 3 dernières années, par rapport aux standards, c'est du KD. J'ai pas envie de dire le mot déclin parce que je sais pas, mais c'est du KD un peu moins bien que du KD d'habitude, mais c'est tellement fort que... c'est ça. C'est par rapport à ses standards, on est d'accord. Je suis d'accord. Voilà. Il va pas être derrière Derek White, on est d'accord. Mais en fait, aujourd'hui, je crois que le but, c'est de lire mes notes. Je dis, du coup, saison individuelle. Oui, c'est le but d'un podcast, FD. Non, mais je veux dire, parce que, en fait, à chaque fois, tu me lances sur un truc où j'ai écrit à peu près la même chose. Saison individuelle qui reste dans l'absolu exceptionnelle, et ensuite avec plein de stats, mais début de déclin, point d'interrogation. Pourquoi début de déclin ? Parce que déjà, tu disais 108 de true shooting plus, ce qui est pour le commun des mortels excellent, ce qui est pour Kevin Durant un petit peu bas. L'année dernière, alors moi j'ai pas le true shooting plus, mais il était à 69% de true shooting. L'année dernière, il est à 63% cette année. Donc il y a quand même une perte d'efficacité. Pourquoi ? En fait, maintenant, c'est juste un tireur à mi-distance, parce que beaucoup de ses tirs sont à mi-distance. C'est un tireur à mi-distance exceptionnel, alors qu'avant, c'était une anomalie statistique. L'année dernière, il était à 58% à mi-distance, ce qui est
inédit, ou presque. Cette année, il est à 51, ce qui est excellent, mais pas inédit. C'est ça, ouais. C'est-à-dire qu'au niveau des longs tirs à 2 points, on va dire que l'échelle est entre 30 et 50, hein, si vous voulez. À 40%, c'est un peu au milieu, on se dit, ouais, 40%, c'est pas mal quand même, sur les longs tirs à 2 points. 50, c'est élite. Sauf que l'an dernier, et récemment, même ça fait plusieurs saisons qu'il était autour des 60, qui était la zone historique Kevin Durant, quoi. Il y a pas beaucoup qui font des 60% sur les longs tirs à 2 points, quoi. C'est extraordinaire. Donc ouais, cette année, c'est, on va dire, c'est revenu un petit peu à la normale de l'excellence. Ouais, il est devenu mortel, quoi. Voilà, c'est ça. Après, le contre-coup, c'est que avec l'âge n'aidant pas, et finalement le profil de Kevin Durant étant ce qu'il est, il va encore moins au cercle que d'habitude, en tout cas pas forcément que les saisons d'avant, parce que il y avait aussi ces soucis de blessure, mais pour un Kevin Durant qui joue beaucoup dans la saison, il va peu au cercle. Il provoque quand même des fautes, parce que voilà, c'est aussi un joueur qui est très fort à provoquer des fautes sur des tirs à mi-distance. Mais voilà, tu augmentes tu gardes un volume très haut de tirs à mi-distance, tu baisses l'efficacité, tu vas pas trop au cercle, et à 3 points, bon, tu restes excellent, t'es à 41%, ce qui donne un true shooting plus, ou une efficacité excellente, mais pas au niveau d'anomalie statistique qu'est Kevin Durant habituellement. Bah, c'est vrai que c'est un peu toute la conversation, c'est que on va parler de déclin, mais en fait c'est déclin par rapport à ces standards des standards qui sont surhumains en fait. Donc en fait, malgré le fait qu'il soit moins bon qu'avant, il reste encore quasiment meilleur que l'intégralité de la NBA. Je caricature un peu, mais c'est l'idée, quoi. Quand on parle de déclin, ok, il est moins bon qu'avant, mais en restant à un niveau qui est quand même assez extraordinaire. Et d'ailleurs, un point qui illustre, qui symbolise même parfaitement ça, au niveau du true shooting plus. Donc, le true shooting, c'est l'efficacité au scoring individuel. Le true shooting, productivité, efficacité. Le plus, donc, c'est relatif à la moyenne, parce que on a eu une telle évolution du jeu que les standards ont évolué. Donc, c'est comme ça qu'il faut un peu regarder à travers les années. Bref, pourquoi je dis ça, c'est que donc il est à 108, plus 8% par rapport à 100. Donc 108 de true shooting plus. La dernière fois qu'il a fait moins bien que ça, FD, Stephen Curry et James Harden étaient à la fac. Voilà. Voilà pour vous dire le monstre, en fait, d'efficacité que ça a été. Donc, d'un côté, premièrement, mais deuxièmement aussi, plus petit score pour lui depuis 2009, hein, du coup, saison 2009. Mais sauf qu'avec un plus 8, il est encore le 6e joueur le plus efficace de NBA parmi les gros volumes. Voilà aussi comment résumer tout ça. En fait, il part de tellement haut que même sa plus mauvaise saison, pour lui, il est encore le 6e meilleur joueur le plus efficace de NBA. Derrière, je crois que c'est des Jokic, et des Embiid, c'est des SGA ou LeBron, ou des mecs comme ça, quoi. Mais pas plus, quoi. C'est assez extraordinaire. Donc, c'est un peu là-dessus où la conversation va être compliquée, parce que, tu vois, si je sors le podcast, ou si je sors la vidéo YouTube en mode, ouais, déclin de Durant, on va me dire, mais non, mais il est encore bon. Et oui, mais en fait, il part de tellement haut que le déclin, il est là. Mais presque parfois il se ressent pas trop, tellement en fait il part de haut, et qu'on dit en fait, bah ouais, même avec ce déclin, on a quand même un joueur qui est assez extraordinaire, quoi. Tu parlais du shotmaking, effectivement, alors 52% sur les longs 2, c'est plus comme avant, mais c'est encore extraordinaire. 41% à 3 points. Bref, il y a plein de trucs comme ça qu'on pourrait citer, mais les éléments de déclin, un peu, si on pourrait les citer, vu qu'il commence à avoir 35 ans, je pense qu'il y a un peu des éléments physico-athlétiques, peut-être qui se rajoutent aussi là-dedans avec l'âge, mais on peut le lire un peu pour moi sur l'efficacité, peut-être, sur la pression au panier, comme tu dis, qui est beaucoup plus faible que ce qu'on a pu connaître dans son prime, évidemment. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir 30% de tir au panier, il en a que 18, hein, par exemple. Enfin, pas par exemple, mais concrètement, je veux dire. Le shooting foul percentage, les fautes provoquées, on est à 11%, qui est beaucoup plus faible qu'avant, mais là encore, 11%, c'est très correct, hein, c'est pas élite, mais c'est très correct. D'ailleurs, là encore, hein, son taux de lancer franc relatif à la moyenne, c'est son plus petit total depuis 2009, donc voilà. Et pourtant, on est au-dessus de la moyenne. Tu vois, on est à 121 de taux de lancer franc plus, hein, free throw rate plus petit total depuis 2009, mais bah, on est quand même au-dessus de la moyenne, on est au-dessus de 100. Donc voilà. Et l'autre élément aussi du déclin, je sais pas ce que tu en penses, c'est un peu au niveau de la défense. Oui. Ça fait pas mal de saisons, 3-4 saisons qu'on parle du Kevin Durant un peu en défense off-ball notamment. La période de Nets pour moi a été très très bonne, peut-être même sa meilleure en carrière en termes de défense off-ball, protection de panier, les aides, etc. Je trouve que cette année, on a été quand même un peu moins bon sur ce volume off-ball défensif que ce qu'on a pu avoir depuis 2-3 ans, quoi.
Surtout qu'il y avait besoin. Je me rappelle quand les Nets font ce trade là, quand les Suns font le trade, envoient DeAndre Ayton et récupèrent Yusuf Nurkic, une des premières choses que je me dis, mais c'est pas très grave. Yusuf Nurkic sur pick and roll, c'est pas bon, enfin c'est pas excellent, c'est pas grave. Il y a Kevin Durant en second rideau pour aider s'il y a besoin. Mais en fait, mine de rien, si on regarde concrètement ce qui s'est passé dans les matchs, c'est pas tant que ça. Kevin Durant, son activité défensive, notamment au deuxième rideau, c'est plus ce que ça a été, comme tu l'as dit, honnête, ce que ça a été aux Warriors, même si les Warriors c'était facile parce que t'avais Draymond Green à côté en plus, donc c'était, et Iguodala, donc c'était encore facile. Mais non, effectivement, c'est un petit peu, on reste un peu sur notre fin défensivement. Il n'en demeure pas moins que ça reste un défenseur intelligent dans les rotations, peut-être moins agressif qu'Honnête, mais intelligent dans les rotations, et avec surtout d'excellentes mains. Tu vois, alors il est à 2,8% de block percentage, ce qui est dans le 76e pourcentile, ce qui est bien. Ouais, c'est très bon, ouais. J'ai regardé tous ces contres. La NBA, tu sais, les contres, mais que tu fais quand le ballon il est en train de monter. Ouais, ce qui a avant été des styles en fait, hein, les swipe down, voilà, les swipe down, bah ça en fait c'est compté comme des contres actuellement. Ça peut être contré comme des interceptions, ça dépend. Mais beaucoup de ces contres sont ça parce qu'il a des excellentes mains, il a un bon sens du timing. Mais en termes de protection de cercle pur, en termes de qualité, on y est encore. En termes de volume, on n'y est plus. Je suis d'accord. Mais après, là encore, on parle de déclin, enfin en tout cas de moins bon qu'avant en défense. Je pense qu'on est largement au-dessus de la moyenne encore. Tu vois, je parlais de ça, mais parce qu'il y a une époque au Nets où il était assez fantastique sur cette défense en deuxième rideau. Bah voilà, tout ce qui est la fameuse année 2021 où ils doivent aller au titre modulo les blessures. Bah pour le coup, c'est des systèmes en switch qui marchent aussi parce que derrière t'as Durant qui assure un minimum de protection de panier quand t'as un switch qui va attaquer Harden, Blake Griffin, Kyrie, etc. quoi. Donc on était vraiment à un paroxysme de défense off-ball qui avait un peu commencé à Golden State mais qui s'est vraiment terminé, je trouve, au côté Nets. Là, c'est vrai que cette saison était un peu moins bien qu'attendu. Alors je sais pas si c'est l'âge, donc déclin, je sais pas si c'est juste une mauvaise saison. D'ailleurs, je m'attends un peu à ce que ça remonte un peu l'an prochain avec Budenholzer, donc ça c'est à suivre aussi, mais voilà, c'est peut-être plusieurs éléments qui pourraient signifier un début de déclin, à mon sens, entre cette défense, entre la pression au panier, entre l'efficacité, etc. Mais bon, je pense qu'avec tout ça, on est tout de même sur un profil qui est assez extraordinaire. Et d'ailleurs, on peut faire la transition vers le classement, si tu veux bien. Où est-ce qu'on l'imagine alors? Je pense qu'il va falloir un peu refaire ce haut de classement, si t'es d'accord, peut-être, non? Par rapport aux deux premières places, tu veux dire? Ouais, non, je sais pas. Où est-ce que tu le mettrais déjà de base, toi? Moi, j'ai pas de mal à le voir. Premier, hein. On va pas se mentir. Actuellement, on a Kawhi ou Tatum, donc on en a discuté au début en intro. Donc on peut mettre 1-2. En fait, pour moi, Kevin Durant, il fait partie de ce groupe-là. Donc tu vois, là, on est à 1-2-3 ou 2-3-1 ou 3-2-1, quoi. Pour moi, il y a un peu bataille pour le 1. Mais pas avec Tatum, justement. C'est vrai que, tu vois, plus j'y réfléchis, plus je me dis Kawhi Leonard... En fait, là où une saison normale de Durant, pour moi, serait au-dessus de Kawhi, assez facilement. Là, les deux, je crois, cette année, sont au même niveau d'efficacité. Alors, c'est pas que ça, on a dit, le Kawhi est un peu dans son prime offensif, premier de NBA en termes d'isolation, etc., ok. Et de l'autre côté, Durant un peu moins bon. Mais ce que je te propose, c'est un peu de réorganiser tout ça. Soit Durant, soit Kawhi en 1, et ensuite Tatum en 3. Est-ce que ça t'irait, un truc comme ça? Moi, ça me va. Et puis... Mais la question, c'est lequel des deux on met en 1? Parce que Kawhi a du passing que n'a pas Durant, par exemple. J'aurais tendance à dire si on... Ça dépend à quel point on souhaite pénaliser la défense de Kawhi Leonard. Parce que pour moi, l'attaque de Kawhi Leonard cette année est au-dessus de l'attaque de... Alors, en fait, justement, pour moi, l'attaque de Kawhi Leonard, Kawhi Leonard est légèrement au-dessus de celle de Kevin Durant cette année, parce que accès au cercle, parce que passing. Et une fois qu'on a dit ça, je pense que la défense de Kawhi Leonard, même si elle est plus au niveau
de ce qu'on peut attendre de Kawhi Leonard, elle reste quand même au-dessus de celle de Kevin Durant. Donc pour moi, j'aurais Kawhi Leonard en 1, Durant en 2 et Tatum en 3. Ouais. Effectivement, je sais pas trop. J'ai pas envie de mettre trop de malus non plus à ce côté mauvaise saison d'efficacité, mais en même temps, c'est vrai que c'est un peu l'exercice. Hein, mais tu vois, c'est pour ça que je me permets de reclasser aussi, parce que déjà, on en a parlé avec deux, trois personnes un peu avant, et surtout, je me dis, quand je fais le duel, pour moi, Kawhi Leonard et Durant sont un peu côte à côte, alors que Tatum, pas forcément, par rapport à Durant. Donc, ça m'allait un peu de tout réorganiser comme ça. Kawhi 1, alors, tu dis ? Moi, je mettrais ça, ouais. Ok, je suis pas vendu, mais ok. Je vais voir à quel point je me fais engueuler. Et s'il y a 3-4 personnes qui m'engueulent, on va refaire passer Durant au-dessus, je sens, mais ok, faisons comme ça pour l'instant. On peut l'argumenter. Et donc, petit quiz pour terminer. Nous sommes le 7 février 2024 et c'était un poster dunk sur Giannis Antetokounmpo. Est-ce que tu t'en souviens de ce moment marquant de cette année ? Qui est sur le terrain ? Es-tu capable de me citer des joueurs sur le terrain au moment de ce poster dunk sur Giannis ? Donc on part sur les Suns. Donc Durant, Booker. Oui. Pardon. Durant, oui, mais pas Booker. Ok. Bill, du coup ? Ou alors c'est quand il est blessé ? Bill, en effet, ouais. Bill est là. Attends, est-ce que je suis en train d'avoir une hallucination ou est-ce que Cam Payne était dans cette équipe des Suns ? Non, mais il était sur le terrain pour les Bucks, donc bravo. Ah, super, mais oui, mais c'était fait exprès. Ah, d'accord, ok. Alors, qui d'autre ? Non, il y a un fanboy de Daryl Morey. Royce O'Neal ? Non, un très grand fan de Daryl Morey qui le suit partout. Il a joué aux Rockets pour Daryl Morey et qui a signé aux Sixers. Et qui jouait l'an dernier... Qui jouait l'an dernier aux Suns, qui a démarré aux Clippers de Blake Griffin, qui ensuite est allé... Je crois que tu t'en as parlé dans la centaine avec moi. Notre top 100 des années 2010, tu l'avais fait en plus. Clippers, New Orleans, dans le trade de Chris Paul. Je l'ai, c'est bon, Eric Gordon. Exactement. Oui, pardon, excuse-moi. Oui. Petit bug. Oui, excuse-moi, Eric Gordon, ouais, effectivement. Alors, à l'intérieur, du coup, on a qui ? On a Nurkic ? Oui, tout à fait. Ok. Et du coup, Josh Okogie en dernier ? Non. On a quelqu'un qui n'est pas super, mais qui est... Qui est pas super, mais qui est top, qui est... En général, la saison de NFL se termine par un match qui est la version super de lui. Ah, le ball. Le ball. Le ball, en effet, tout à fait. Ok, ouais, super. Et côté Bucks ? Du coup, côté Bucks, on a Giannis, Brook Lopez. Lopez n'est pas sur le terrain, non. Donc c'est Bobby Portis. Exactement. Damien Lillard. Non, c'est Cam Payne. Ah bah oui, c'est Cam Payne. Chris Middleton, ou bien il est blessé. Non, pas Middleton. Pas sur le terrain à ce moment-là. Est-ce qu'on a Jay Crowder ? Jay Crowder, oui, tout à fait. Et le dernier, c'est un joueur de baseball. Il n'y a pas de jeu de mots, il était joueur de baseball avant. Pat Connaughton. Exactement, Pat Connaughton, tout à fait. T'avais la référence alors ? Ouais. L'explosif Pat Connaughton, tout à fait. Et donc voici pour ce quiz et voici pour cette émission. Je rappelle un peu le classement, peut-être pas en entier, mais on a Kevin Durant qui s'est installé à la 2e place de ce classement. On a inséré Tyrese Maxey autour de la 10e place entre DeMar DeRozan et Jamal Murray. On a inséré également dans le classement, je l'ai perdu, mais Aaron Gordon aussi, voilà, qui est entre Jarrett Allen et Franz Wagner autour de la 14e place. On a CJ McCollum qu'on a inséré entre Bogdanovic et Keegan Murray autour de la 22e place. Et puis Jabari Smith vers la fin de classement aussi, entre la 26e, 27e place, grosso modo. J'ai pas le classement, j'ai pas actualisé, mais bref, entre Aaron Smith et Klay Thompson. Et donc voici pour cette belle cuvée, voici pour ce top 30 qu'on a désormais. Et merci beaucoup FD d'être passé sur le Basket Lab et sur la Syllab. Mais merci à toi, merci. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu et j'espère ne me jetez pas vos tomates de suite. Non mais blague à part, c'est vrai que ce cas des joueurs tout en haut, je sais pas trop comment le régler, je sais pas trop comment faire ça. Vous voyez que le but c'est aussi de récolter plein d'avis, donc c'est pas impossible que ça évolue. D'ailleurs n'hésitez pas à donner vos avis, hein, soit sur le Discord, soit en commentaire YouTube, soit un peu partout. Oui, je le rappelle aussi, il fait longtemps que j'ai pas dit, pour suivre l'évolution du classement, je ne le mettrai pas sur Twitter pour pas me faire insulter un peu gratuitement par des gens qui écoutent pas, mais vous pouvez le trouver tout ça
ça sur le Discord, bien entendu. Et voilà, je pense, bon, je le sais, hein, on a déjà quelques épisodes d'avance, je sens qu'on va être amené à rediscuter un peu de tout ça en tête du classement, mais on verra ça pour plus tard. Et en tout cas, la prochaine fois, on va se retrouver pour un nouveau numéro, évidemment, de ce top 100. Et la prochaine fois, je peux annoncer la QV. On va parler de Dejounte Murray, Wendell Carter Jr., Devin Vassell, et puis Giannis Antetokounmpo et James Harden. Là encore, les inséparables amis, les grands amis, Giannis et Harden, ce sera pour la prochaine fois. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de nous d'avoir écouté jusqu'au bout. Un grand merci à FD d'être passé sur le Basket Lab. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.